voilà, comme d'habitude, c'est Bulle de Rennes, donc on parle évidemment. Bonjour à tout le monde, la sublime voix de Férouz. Pour commencer cette émission, je ne me permettrai pas de vous dire le nom de la chanson, mais la chanson, j'ai choisi ce moment-là, une chanson très connue de Férouz, et c'est un très beau moment. Elle est à l'Olympia 79 et on sent l'effervescence de la foule. La chanson, c'est J'aime le Liban, mon pays, j'aime le nord, le sud, c'est plaine, j'aime, voilà, vous me demandez ce qui se passe, et donc elle explique évidemment. On va parler du Liban notamment, on va parler d'animation évidemment, on va parler de cinéma, on va parler de musique, de son. On a la grande chance, on est très content, je pense toute l'équipe, non pas qu'on soit pas content d'habitude, mais là on est vraiment encore plus content de recevoir Chloé Maslow. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé va venir, alors malheureusement pour celles et ceux qui savaient, Yacine Badé, donc le co-scénariste non seulement de Sous le ciel d'Alice dont on va parler, mais d'autres films de Chloé, est malade. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, voilà, porte-toi bien surtout s'il écoute l'émission en direct. Puis s'il écoute dans une semaine, on espère que ça va mieux, mais si ça va pas mieux, porte-toi toujours bien, enfin voilà. Et on espère le recevoir de toute façon bientôt, pour parler d'écriture autour de la table avec moi, Marie-Pauline Melaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Qui, si vous regardez bien, fait de temps à autre... apparaît dans les films de Chloé de manière un peu détournée, donc c'est elle qui va mener le débat aujourd'hui. On l'a dit tout de suite, ça c'est bon. Comme ça c'est fait. J'apparais très fugacement. Quand même. Antoine Bieber, bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Pascal Leduf, bonjour Pascal. Bonjour Alexis. Bonjour. Toujours évidemment Nicolas derrière les manettes. On n'a pas notre autre Nicolas qui travaille, qui comme un dur, c'est ça d'être prof. Bon courage Nicolas, il nous reviendra normalement en 2022, ainsi que Marie Delaparent qui a fait une fugace apparition et qui va revenir. Et dans un coin du studio, Francis Gavel évidemment est là. Il prend des photos, il va faire. Donc, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme la dernière fois? Est-ce que c'est sa note du pressing? Est-ce que c'est quelque chose? C'est ça qui est bien avec Francis, c'est qu'on ne sait jamais. Et donc voilà, on attend ça avec impatience. Alors, petite partie news, très rapidement. Est-ce que vous avez des choses à dire, Pascal? En fait, j'avais envie de parler du film d'Harry Folman. Voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce film en fait. Faut que tu dises le titre du film, par contre, oui, parce que tout le monde ne sait pas. Voilà, donc c'est Où est Anne Frank avec un point d'exclamation. Et alors son projet était assez noble en fait, c'est nous interroger sur la mémoire, la postérité du journal d'Anne Frank. Et l'adolescente est devenue marqueur éternel de la Shoah, mais aussi et surtout, comme le souligne avec un certain mordant, ce que je lui reconnais complètement, elle est devenue le plus grand trésor national depuis Rembrandt. Donc c'est presque une marque, c'est une attraction touristique, et son témoignage qui est entré dans l'histoire. Et surtout maintenant, presque une source de revenus importante pour les Pays-Bas, la ville d'Amsterdam, comme c'est dit dans le film, des écoles portent son nom, des théâtres, ce qui est une belle manière d'entretenir la mémoire, mais c'est devenu presque une sorte de gag, quoi. Et ça, il le dénonce, il dénonce cette dérive mercantile, alors qu'elle symbolise la souffrance d'une génération, d'un peuple. Donc sa critique est assez pertinente. Elle fait même froid dans le dos dans certaines scènes, mais le problème, c'est que sa manière de dénoncer cette chose sur l'ensemble du film s'avère assez embarrassante par moments. On sent une colère très juste. Mais pour moi, en fait, pour le dire de manière un peu claire, je trouve qu'il se plante. Et sur une thématique comme celle-là, ça pardonne difficilement, en fait. Déjà, moi, ce que j'ai eu du mal vraiment à comprendre a priori, et ça se confirme a posteriori quand on voit le film, c'est de faire de l'ami imaginaire d'Anne Frank la protagoniste centrale. Et ça aurait pu marcher. A priori, je n'y croyais pas, mais ça aurait pu marcher. Sauf que il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, les dialogues, les questions qu'il met dans sa bouche, qui sont parfois... au mieux ridicule, au pire gênante, et elle a comme une romance avec un garçon. Enfin, ça sort d'où, quoi? Enfin, moi, c'est très gênant. Il y a des tics de mise en scène qui deviennent agaçants à long, comme lorsqu'elle retrouve Anne Frank, quand elle le fait la première fois, pourquoi pas. Mais après, ça devient un peu un tic. Quant au parallèle assez appuyé sur la violence contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et les réfugiés aujourd'hui, ça peut se comprendre ça peut se comprendre en partie, c'est sur la manière on n'apprend rien du passé, tout se répète inexorablement, mais je trouve qu'il prouve avec ce film que l'enfer peut être un peu pavé de bonnes intentions, et voilà. Pour moi, j'ai eu un vrai rejet du film, avec des éléments qui m'intéressent, que je comprends, mais qui me gênent. Donc ça sort le 8 décembre, ça peut néanmoins valoir le coup de le voir et d'en discuter ensuite, mais
moi, j'étais très mal à l'aise en fait en voyant le film. Est-ce que tu penses que pour la jeune génération, c'est intéressant d'avoir ce nom ou même pas? Ce film vaut même pas la peine d'être montré à la peut-être quand même pour qu'ils réfléchissent sur Anne Frank, sur autre chose que la jolie fille dont on met le poster sur un mur. On met vraiment des posters d'Anne Frank dans... Ouais. Sur son mur, on met vraiment des posters d'Anne Frank. Non, mais D'accord, pardon. Un peu la meilleure de pitcher, tu vois. Enfin, là, c'est plutôt le livre qui est sur la table de nuit, quoi. Relisez le journal d'Anne Frank. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Jeune génération, moi, c'est un livre que j'ai eu sur ma table de chevet pendant des années, quand j'avais, je sais pas, une douzaine d'années, que j'ai lu et relu. Et comme tu le disais très justement, c'est un témoignage très fort sur cette période-là. Mais en plus, c'est un journal d'adolescente qui vit tout ça, et c'est pas anodin. Enfin, dans le journal, il y a beaucoup de choses qu'elle raconte qui n'ont absolument rien à voir avec le fait d'être enfermée dans cet endroit vraiment exigu, qui n'ont rien à voir avec la guerre, avec les nazis, mais juste qu'est-ce que c'est que d'être une adolescente aussi. Et moi, je trouve que c'est absolument passionnant dans tous les cas. Voilà. Sinon, je rejoins évidemment Pascal. J'avais déjà eu l'occasion de parler du film et de dire tout le mal que j'en pensais également. Oui, comme quoi, en effet, comme tu disais, d'avoir des bonnes intentions ne suffit pas. On ne donnera même pas la parole à Francis, qui a regardé, quand tu as dit c'est planté, à regarder, alors de dire... Je pense qu'il aurait dit pire que ça, dans son langage, évidemment, le beau langage gavélien, mais voilà, il aurait dit pire que ça. Merci beaucoup, Pascal. Je crois qu'Antoine, tu n'avais pas forcément de choses à dire, enfin de news à dire. Tu as des choses à dire, mais pas de news. Marie-Pauline. Oui, mais alors moi j'avais déjà un rappel rapide, puisque nous en avons déjà parlé dans l'émission précédente, mais c'était il y a un mois, donc vous avez tous peut-être oublié, si vous ne l'avez pas noté dans vos agendas. Ce lundi 22 novembre à 20h à la Cinémathèque Française, il y a la séance L'animation dans tous ses états, qui va présenter 9 courts-métrages d'animation assez récents. C'est une séance passionnante, et je ne dis pas du tout ça parce qu'elle est programmée par Francis. Je dis ça parce qu'il y a des très bons films. On va voir... LM au carré de Gilles Cuvelier, on va voir Noir Soleil de Marie Larrivée et plein d'autres films. Je vous laisse aller regarder le programme. On peut citer aussi, parce que Francis est bien soutenu dans une belle interview qu'il a donnée à Marie-Pauline Mollaret. Décidément, ce milieu de l'animation, c'est vraiment... c'est pas possible, hein, ce milieu-là. Donc, Marie-Pauline Mollaret, il cite bien, et en effet, à juste titre, Bernard Payen, qui est aussi quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Libertaire. Donc, oui, on continue un peu dans cette espèce de microcosme comme ça, mais non, c'est une super séance qu'on va avoir. Et puisqu'on en est aux séances, je me permets de dire que la semaine d'après, le 29 novembre, vous pourrez voir, pour celles et ceux qui voient Marie-Pauline Mollaret en vrai. Elle sera en vrai, on pourra la voir avec un très grand réalisateur d'animation, Théodore Huchef. Le 29 novembre, cette séance qui a été repoussée plusieurs fois à cause de ce qu'on connaît, aura lieu aux Beaux-Arts de 18h30 à 19h30. C'est gratuit. Alors, 1 heure entre Marie-Pauline Mollaret et Théodore Huchef, c'est juste pas possible. Il aurait fallu au moins 3 heures pour que les deux puissent dire plein de choses. Mais profitez-en, c'est gratuit. Alors c'est à Paris, hein, c'est aux Beaux-Arts, mais profitez-en, 18h, 19h30. Ça va être chouette. Eh ben, on espère. Vas-y. Voilà, alors ensuite, je voulais vous parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir, puisqu'il s'agit d'une sortie DVD, et il s'agit du DVD Nature and Abstractions de Siegfried Frühhof, qui sort aux éditions Revoir. Donc Siegfried Frühhof, c'est un réalisateur autrichien qui est spécialisé dans le cinéma expérimental. Et donc, comme par hasard, les éditions Revoir, c'est ces éditions formidables qui sortent des tonnes de films et de courts-métrages expérimentaux ou d'avant-garde, et qui font un travail formidable, et qui, il n'y a pas longtemps, ont en plus ouvert une plateforme. Donc, si vous ne voulez pas vous abonner à Netflix, abonnez-vous à Revoir, parce qu'il me semble que vous allez y voir des choses potentiellement beaucoup plus... Sur Netflix, on peut l'avoir en pirate assez facilement. Voilà. Alors que Revoir, non, en plus, c'est pas cher, ne piratez pas, s'il vous plaît. Voilà. Prenez un abonnement, c'est pas très cher. Et ils mettent très régulièrement des nouveaux films, et c'est passionnant. Et donc, l'œuvre de Siegfried Frühhof est aussi assez passionnante. En tout cas, moi, je suis assez fan. C'est une œuvre hypnotique et envoûtante. Et ce réalisateur n'est pas du tout un inconnu, puisqu'il a été sélectionné dans pas mal de grands festivals internationaux. J'ai eu l'occasion de constater qu'il était à la Semaine de la Critique au début des années 2000, et je me suis demandé si Francis... voilà, c'était à l'époque où Francis était encore au comité de sélection, et je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès, mais comme quoi, à une époque, à la Semaine de la Critique, on sélectionnait des films extrêmement expérimentaux. Tu l'avais défendu, Francis ? Rapidement, allez. Non, alors, juste très rapidement, bonjour tout le monde. Il faut reconnaître que c'était l'époque où, à la Semaine de la Critique, dans le comité de sélection court-métrage, il y avait quelqu'un qui s'appelle toujours Cécile Giraud. Et Cécile, c'est vraiment, je pense, la personne, moi, qui m'a fait connaître un peu le cinéma expérimental. Et donc,
dès qu'il y avait un film expérimental, Cécile était très sur le coup, et c'est comme ça qu'on avait regardé le film de Sisrine et qu'on avait fini par se dire ça serait intéressant justement d'en avoir aussi. À l'époque, on essayait qu'il y ait de l'animation, et on s'est dit on va pas non plus négliger le cinéma expérimental, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Marie-Pauline, pardon, t'as coupé. Mais pas du tout. C'était vraiment surprenant de voir qu'il était à la semaine. Donc je suis ravie d'avoir ce complément d'information. Et effectivement, Cécile, quand on fait des recherches que ce soit sur Siegfried Huhof ou sur d'autres réalisateurs expérimentaux, on tombe souvent sur des articles d'elle. Donc voilà, j'ai moi aussi envie de souligner son travail parce que c'est assez passionnant de tomber là-dessus. C'est Giro maintenant, qui est aussi dans la sélection de la compétition court-métrage à Annecy, et qui a eu, c'est quelqu'un d'important et qui travaille beaucoup pour l'animation, pour le documentaire, pour pas mal de choses. Voilà. Exactement. Alors pour revenir à ce fameux DVD que vous allez pouvoir mettre sous les sapins à Noël, puisque Noël approche. Donc quitte à faire des cadeaux, faites des cadeaux, des beaux cadeaux. Donc il y a 8 courts-métrages, et en plus il y a 3 films en bonus, et il y a également des extraits d'une rencontre qui a eu lieu entre le réalisateur et des membres du musée autrichien du film. Là, ils avaient fait une rétrospective de son œuvre, ils ont fait une rencontre alors les extraits sont assez passionnants parce que ça permet quand même d'éclairer pas mal de films. C'est un réalisateur qui fait du cinéma assez conceptuel, donc il y a un certain nombre de fois c'est assez intéressant d'avoir quand même un petit peu des éléments de contexte sur comment et pourquoi il a fait les choses. Voilà, ce que je trouve assez saisissant là dans ce DVD, c'est qu'on a des films qui mêlent une abstraction géométrique parfois très très dépouillée. Je pense à un film comme Dissolution Prologue Extended Version, où on a vraiment l'idée du rideau de cinéma qui s'ouvre et qui se ferme en vertical et en horizontal. Voilà, c'est hyper austère, mais c'est hyper passionnant. Enfin, moi, je trouve ce film avec des sons hyper stridents, c'est vraiment une expérience incroyable. J'imagine que c'est encore mieux sur grand écran, mais voilà, on se contentera du DVD. Ou un film comme Feu d'Idodie, qui est également très très géométrique. Et alors il y a d'autres films qui eux parlent d'images super concrètes. Donc c'est la fameuse nature qu'il y avait dans le titre du DVD pour ceux qui ont suivi. Il y a des arbres, il y a des paysages, mais alors sauf que ces arbres et ces paysages finissent par être complètement déconstruits, dissous. Il y a souvent dissolution dans ces titres, donc ils sont souvent dissous et ils finissent en abstraction totale. Donc il y a notamment un film qui s'appelle Still Dissolution, où on parle de photos qui finissent par se liquéfier et à la fin c'est des grands rectangles noirs et blancs. Il n'y a plus que ça. Donc voilà, moi je trouve ça assez passionnant, cette manière de jouer avec les possibilités de l'image en mouvement, de réfléchir à qu'est-ce que peut être le cinéma à notre époque. Enfin, toujours les mêmes questions, mais qui sont passionnantes. Et je vous recommande juste vite fait encore 2 films qu'il y a sur le DVD, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez tous les regarder. Mais quand même, s'il fallait choisir, il y a Vintage Print, qui est une sorte de voyage technologique, puisqu'il part d'une plaque de verre de la fin du 19e siècle, donc un négatif sur plaque de verre du 19e siècle, et qu'il reprend ce négatif. Il le transforme en image, puis en image animée, puis en effet visuel numérique. Et donc en fait, on fait une sorte de voyage technologique là, en 12 minutes, en partant de cette image du passé, et on arrive aujourd'hui. Enfin, en plus, il y a un jeu sur le son, enfin, c'est absolument passionnant. Et c'est très étrange parce que c'est vraiment pas du tout narratif, on pourrait croire, c'est assez abstrait. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il nous raconte une histoire avec le jeu où il y a des sons, il y a des voix, il y a des trucs, c'est inquiétant. Et en fait, il nous embarque dans une sorte d'histoire, peut-être qu'on projette nous-mêmes, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas du tout cette image du cinéma expérimental qui pourrait être un peu austère, auquel on comprend rien, parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue narratif. Et enfin, dernier film, je suis presque sûre qu'on en a déjà parlé ici, mais quand même, je peux pas passer dessus parce que c'est vraiment un de mes préférés. Ça s'appelle Thorax. Et alors, le réalisateur explique que il a voulu transférer l'approche dadaïste dans le monde numérique. Et en gros, vous regardez le film, vous avez l'impression de faire une sorte de chute vertigineuse dans un monde de lumière qui nous aspire. Et puis après, à la fin, nous rejette comme ça, il nous repousse. Et alors, on ne sait pas du tout si on est dans l'infiniment petit, parce qu'il y a l'idée du corps humain. Alors, est-ce qu'on est à l'intérieur du corps humain, ou alors est-ce qu'au contraire, on est dans le cosmos? Voilà, c'est magnifique. Tu redis le nom en les plans, parce qu'évidemment, c'est pas... Alors, Siegfried A. Fruhauf, F-R-U-H-A-U-F, ça s'appelle Nature and Abstractions, et c'est aux éditions Revoir. Super, merci. C'est un petit prélude pour normalement une émission de 8 émissions qu'on ne mettra jamais sur l'expérimental autrichien par Nicolas Thys et Marie-Pauline Mollaret. Elle nous l'a encore redit tout à l'heure, on se disait, faire les émissions, oui, on y tient, donc voilà. Donc voilà, vous savez, vous allez bientôt avoir, ils seront forcément passionnants. On aime évidemment l'expérimental, donc on est très très content. Moi, je devais vous faire le mois dernier, je vous avais dit, allez, on va parler d'indépendance.
parce que je trouvais, voilà, c'était la sortie du film de Florence Miaille qui n'a pas du tout marché, etc. Et en fait, j'ai lu la définition, parce que je me suis quand même, il faut faire attention, de Larousse. Indépendance, c'est état de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel. Son salaire lui assure une totale indépendance. Ou caractère de quelqu'un qui ne se sent pas lié ou qui ne veut pas être soumis aux autres, à la discipline morale, aux habitudes sociales. On lui reproche sa grande indépendance de caractère. État de quelqu'un, d'un groupe qui juge, décide, etc., en toute impartialité, sans se laisser influencer par ses appartenances politiques, religieuses, par des pressions extérieures, par ses intérêts propres, formuler une critique en toute indépendance, voilà, etc., etc. En fait, je me suis dit, l'indépendance n'existe pas, voire n'a jamais existé. Le cinéma français, par exemple, est lié évidemment au CNC. Il y a peu de films qui sont faits, même s'il y en a de temps à autre. Donc, je me suis dit, l'indépendance, c'est un mot, qui servait pas à grand-chose. Je dis ça, En fait, donc, comment on se bat ? Et c'est la question que je vous pose. Donc, j'attendrai une réponse pour avoir. Comment on se bat ? Est-ce que c'est, en effet, toujours les petits contre les gros ? Comment on fait ? Est-ce qu'on a perdu ? Est-ce qu'il y a encore des solutions ? C'est une vraie réflexion, en tout cas, qu'on essaiera de mener. Pourquoi et pourquoi un film... pourquoi les petits films ne marchent pas ? Pourquoi on leur laisse pas plus de place ? Pourquoi le combat ? Il y a plein, en ce moment, de combats qui sont très importants. C'est pas Radio Libertaire que je vais le dire, je pense que le combat mène aussi par un changement de société, qu'on peut pas juste se permettre d'avoir toujours cette même société, juste d'améliorer un petit peu le capitalisme en disant on va faire ça, etc. Je crois qu'il faut aller plus loin que ça, et je pense que si on veut aller plus loin, ça passe par l'art, ça passe par la culture en général, que ce soit le sport, quand il y a une culture, la cuisine, etc. C'est quelque chose qui me pose énormément de questions, en tout cas en ce moment, de se dire, cette indépendance, si l'indépendance n'est pas possible, ou en tout cas si elle est difficile, avec quelles autres armes on peut se battre pour que des films comme celui dont on va parler tout à l'heure, donc Sous le ciel d'Alice, mais d'autres, soient encore plus visibles, qui méritent largement d'être plus visibles que... je suis désolé, ça fait un peu truc de vieux con, mais que Dune, qui est quand même très mauvais, ou qui a un intérêt sympa, j'étais content de le voir et je trouve ça rigolo, mais voilà, on n'a pas... Comment on se bat contre les gros trucs comme ça, et comment on se bat contre James Bond par rapport à ça ? C'est une vraie question, j'ai aucune idée de la réponse, mais je vous la donne. C'est ça me paraît complètement fou qu'on n'y arrive pas. Surtout qu'on n'y arrive pas parce que nous, dans l'animation, pour rester dans notre petit monde, en fait, on a une dérive qui est assez intéressante, qui est que maintenant, alors peut-être que c'est peut-être le moment de supprimer les festivals d'animation, ou supprimer même le mot animation, parce que je suis plutôt pour, depuis des années. Le mois prochain, je vous fais mon édito sur l'animation est un genre. Voilà, je préviens avant, comme ça, la provocation sera faite. J'ai reçu donc, comme tout le monde, parce que j'adore la newsletter d'Unifrance, donc je me suis abonné parce que j'adore ça, il me donne plein de chiffres, etc. Et donc, la newsletter d'Unifrance, maintenant, commence par les bonnes nouvelles pour le cinéma français, édito, blablabla, tout se passe bien, nous sommes les meilleurs. Il faut savoir que 2 films d'animation trônent au sommet des résultats français à ce stade de l'année. Vive nous, le film franco-belge Bigfoot Family, qui atteint plus de 2,3 millions de territoires dans 59. C'est de l'argent, parce que c'est de la qualité. Et le Tour du monde en 80 jours, qui fait un démarrage remarquable, puisque le premier film majoritairement français a débarré la barre symbolique des 500 000 entrées hors de France, avec notamment le succès en Russie, Italie, Ukraine. Donc on est content. Bigfoot Family, le Tour du monde en 80 jours. Et c'est Unifrance qui est content de ces films-là. Et quand on regarde juste en dessous, c'est Axel Scoffier, directeur général adjoint d'Unifrance. S'il veut venir ici, il n'y a aucun problème, on le reçoit avec grand plaisir. Et juste après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent des sélections et palmarès en festival. C'est génial. Sauf que le premier, c'est festival généraliste. Parce que maintenant, c'est tout ce qui intéresse. On commence par la Mostra de Venise, on commence par Telluride, par le TIFF, par Saint-Sébastien. Ensuite, je vous fais pas tous les noms, parce qu'il y a plein de trucs. Ensuite, on a sélection et palmarès en festival de films fantastiques. C'est cool. Sélection et palmarès en festival jeunesse. Je continue, vous allez voir où je vais en venir. Sélection et palmarès dans les festivals d'animation, qui est donc tout à la fin. C'est le dernier. C'est du style, non, on est content d'être dans les gros festivals fantastiques. Et en fait, c'est comme si on s'en foutait un petit peu d'avoir ça. Alors, faut réfléchir. Si moi, encore une fois, pourquoi pas supprimer ça, mais je trouve qu'il y a une vraie problématique par rapport à Unifrance qui est censée vendre. Et d'un seul coup, alors, pourquoi pas, mais je pense que les festivals d'animation sont quand même importants. C'est là où il y a le plus, et c'est bien de les mettre aussi en avant. Je dis pas ça pour qu'ils parlent du Piaf, puisque c'est à l'étranger, et donc je ne demande pas qu'on parle de mon festival, mais voilà, je trouve ça toujours un peu étrange par rapport à ça. Surtout que les choses changent. Vous savez quoi ? Dans le Parisien, un article qui s'appelle, vous êtes prêts, Cowboy Bebop, adapté en images réelles sur Netflix, c'est décoiffant. En images, je vais la redire. Cowboy Bebop adapté en images réelles sur Netflix. C'est-à-dire que même les journalistes hors animation commencent à se faire. Alors,
c'est pas réel, l'animation c'est réel, mais quand même c'est intéressant, on commence à arriver, ce qu'il n'y avait pas. Alors c'est pas très bon, hein. Ils aiment bien, je sais pas si vous avez regardé, voilà, c'est Cowboy Bebop, c'est une super série normalement qu'ils ont fait en image de prise de vue continue, c'est un peu lourdingue, etc. Je vais regarder un petit peu. Mais voilà, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant que d'un seul coup, même ils s'amusent à changer un tout petit peu. En tout cas, ils parlent autrement un petit peu de l'animation. Allez, dernière chose que je vais vous dire, si vous voulez dans le meilleur festival du monde, allez dans les 3-4 meilleurs festivals du monde, envoyez votre film, la compétition au FICAM, donc festival marocain à Meknes, est ouvert. Je sais que notre invité principal était à Meknes pour présenter son film. Il suffit de faire taper ficam.ma et vous tombez sur la première page sur ça. Allez, dernière chose, mais la plus importante, pas la plus importante, mais en tout cas très très important, du 8 au 12 décembre 2021, donc dans quelques jours, un peu plus quelques jours, aura lieu le Carrefour de l'animation. Allez-y, les gens ne vont pas au cinéma, allez-y, vous avez plein de gens passionnants. Florence Mihaï sera là, Michaela Pavlatova sera là, avec notamment une séance spéciale sur elle et sur ses films. Je n'ai pas vu Ma famille afghane, mais les camarades ici l'ont vu, on dit que c'était bien. Allez voir, alors ça va être très compliqué parce que le jeudi 9 décembre, vous avez le choix entre 19h30, une rencontre avec Niki Lindros von Bar, sûrement l'une des réalisatrices les plus passionnantes qu'on a aujourd'hui, qui fait du volume, et à 20h30, un hommage à Suzanne Pitt, qui est donc décennale, réalisatrice passionnante, avec notamment l'incroyable Asparagus en 1979. Alors là, bon courage, quoi aller voir. Je ne sais pas quoi vous dire, mais il faut vraiment aller voir au moins une de ces deux séances. Il y aura Alain Huguetto qui va venir, c'est génial. La soirée d'ouverture, c'est belle. Visiblement, ça ne vaut pas le coup d'aller le voir. Tout le monde le dit. Là, vous avez les deux, on dirait les chiens derrière les voitures, vous savez, qui font bouche comme ça. Et là, j'ai eu Pascal et Francis qu'on fait quasiment en même temps. C'est super, merci beaucoup pour ça. Par contre, il y a les enfants de la mer, ça faut le voir, et il y a une soirée avec le roi cerf de Masashi Ando que j'ai pas encore vu, mais qui est pas été étonnant, et le sublime château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki, qui est absolument passionnant. Et donc ça sera le volume qui est à l'honneur, où la stop motion, ce mot évidemment le plus horrible du monde, puisque je vous le répète et je le répéterai, stop motion ne veut rien dire, parce que ça veut dire mouvement arrêté, et c'est la base même du cinéma d'animation, le mouvement arrêté, donc ça soit fait en dessin, etc. Oui, je sais, je t'emmerde Francis à dire tout ça. Quand je dis je t'emmerde Francis, c'était dit un peu comme ça, c'est pas je t'emmerde Francis, je sais que je t'emmerde Francis par rapport à ça. Je sais qu'on a perdu, tout le monde dit stop mo même, je fais de la stop mo. C'est un mot qui continue à m'agacer, donc je continuerai à dire que c'est un mot qui est ridicule et qu'il faut qu'on arrête avec Mad God de Phil Tippett, dont on a déjà dit tout le bien qu'on pense ici. Et donc une rencontre avec Niki Lindros von Bar, on parlera de Séraphine, etc., pas mal de choses. En soirée de clôture, Ma famille afghane. Et quelques films vraiment étranges américains. Vive le long métrage d'animation américain avec My Entire High School Singing Into the Sea, espèce de truc film de teenager très typique, mais avec un graphisme complètement barré. The Spine of Night, film en 2D SF. Je suis pas fan de tout, mais en tout cas il y a des choses vraiment intéressantes dedans. Et Cryptozook, que j'ai pas encore vu, mais qui est, paraît-il, assez bizarre et assez étrange. Marie-Pauline fait des gros yeux, donc je sais pas si ça veut dire que c'est vraiment pas bon, mais en tout cas ça vaut le coup. C'est très étrange. C'est très étrange, on est d'accord. Mais c'est l'indépendance, voilà. Et pour nous, parce que c'est intéressant, on est aussi fabrique de l'animation, plein de choses, mais je voulais vous dire aussi politique et animation, avec notamment tout un documentaire sur les frères Frankel, les grands noms du cinéma égyptien qui ont été, puis avec pas mal de choses vraiment intéressantes. C'est du 8 au 12. Allez-y, c'est 15 € la carte. C'est pas très cher quand même, non ? Allez, on fait une pause, et la pause on la doit à Marie-Pauline, donc tu vas nous présenter cet homme. Alors, cet homme s'appelle Matt Berninger, et les auditeurs fidèles et les amateurs de musique en général reconnaîtront bien sûr le chanteur du groupe The National, dont on vous parle régulièrement dans cette émission et ailleurs. Donc Matt Berninger a sorti son premier album solo il y a quelque temps. En fait, on n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler, mais c'est pas une sortie récente. Toujours est-il que Antoine et moi sommes tombés d'accord sur le fait que c'est un très bel album et qu'il ne fallait vraiment pas que vous passiez à côté. Ça s'appelle Serpentine Prison. Désolée pour l'accent. Et donc, nous allons écouter un morceau qui s'appelle One More Second, et qui est un morceau qui a été imaginé comme une réponse à la chanson de Dolly Parton, I Will Always Love You. Et alors, le chanteur Matt Berninger explique que One More Second est une façon imaginaire de penser ses chansons d'amour, car toute chanson d'amour désespérée a une autre version de son histoire.
Alors, en plus, citer Dolly Parton, je trouve ça plutôt classe dans Bulle de Rêve. Donc voilà, donc on écoute ça et Nicolas, on écoutera le morceau qui est juste après, qui fait 1 minute 20. On écoutera tout à la suite. On fait un petit pont musical et sonore et on revient juste après pour 1h30 avec Chloé Maslow et tout son répertoire. Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter ? Attention, on nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Bienvenue Alice. Enchanté. Alice Delaloy, enchantée. Vous comptez retourner vivre dans votre pays? Je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Et vous, pas des rêves de voyage? Je suis en train de travailler sur un projet de fusée. J'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. E comunque credo di non tornare a casa per un bel po'. Qu'est-ce qui se passe? Je crains que plus rien ne soit comme avant dans ce pays que tu as tant aimé. Que notre paradis soit détruit. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Il fallait s'y attendre. Ce 11e cessez-le-feu n'aura pas duré plus de quelques jours. Elle est amoureuse. Je vais rejoindre Salim. Je vais partir pour la France. Alice, Khalas. est-ce que c'est parce que nous avons trop ri que nous n'avons pas eu le courage d'affronter nos larmes? Je souhaite que toute la famille visite l'espace à bord de ta fusée. Ville de Rêve, donc l'émission spéciale cinéma d'animation. On va le voir un peu plus que cinéma d'animation. Vous savez bien qu'on n'aime pas rester dans des frontières et voilà, donc qu'on nous impose. Donc on aime bien. Donc on va parler. Comment ça, vous n'avez pas encore vu Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow? C'est le moment. Le film est sorti maintenant en DVD. Je crois qu'il passe même de temps à autre encore. Si vous êtes à Paris ou dans quelques salles, si vous avez peut-être l'occasion de le voir en salle, ça fonctionne bien. Chloé nous a dit qu'elle voulait répondre tout à l'heure à ma question sur l'indépendance. Donc on va voir si elle lui répond maintenant. Mais je vais laisser maintenant. Vous avez suffisamment entendu la parole à Marie-Pauline qui va gérer le débat. Évidemment, on pourra poser des questions, mais Marie-Pauline, je te laisse la parole. Merci Alexis, mais oui, je propose de donner la parole tout de suite à Chloé, parce qu'effectivement, elle voulait réagir à ton édito. Non, mais parce que j'ai la solution pour l'indépendance. Non, c'est absolument faux. Ah là là, tout le monde était... À part être entier, non, j'en avais pas trop. Non, mais c'est parce que, évidemment, c'est des questions que je me suis posées, surtout au moment de la sortie de mon film, donc de mon premier long métrage, au moment la question de l'indépendance, elle se pose au moment où on rentre en financement, parce que forcément, on est à faire un marché qui est très différent que celui des courts-métrages. Et c'est une question qui traverse ensuite toute la sortie du film, toute la rencontre avec le public, avec la presse, avec les distributeurs, avec les exploitants. Et c'est à chaque moment, on se dit, mais peut-être que, voilà, où est-ce que je dois me situer pour garder, moi, ce que je voulais vraiment faire pour le prochain, en tout cas. Et c'est juste que quand tu as dit, oui, le film La Traversée n'a pas marché, il y a un truc qui m'a un peu choquée, parce que je me suis dit, mais non, moi, je l'ai vu, ça m'a tellement émue, que de dire mais non, il n'a pas marché, c'est très dur, parce qu'on peut dire il n'a pas trouvé son public, parce que la période est juste horrible pour les films en ce moment, et que voilà, il y a ça, et puis il y a le fait qu'en effet l'animation n'est pas forcément comprise par les exploitants, et moi, ça c'est une réalité, mais on peut pas dire qu'il ne marche pas, parce qu'il marche. Si la personne est dans la salle et le voit, ça marche. Enfin, je pense que Florence Miaille, elle peut être fière de son film dans le sens où il y a pas à ce niveau-là, c'est pas à ce niveau-là que la remise en question, elle doit avoir lieu, mais plutôt justement dans tout ce qui est voilà, comment on amène les spectateurs dans la salle. Et pourquoi ils n'y vont plus, enfin pourquoi, voilà, c'est toutes ces questions, et forcément c'est un chamboulement là en ce moment, mais c'est sûr qu'il y a des bonnes raisons et qu'il y aura des bonnes solutions, je pense. Je crois que je me permets, pardon Marie-Pauline, mais je trouve ça absolument passionnant ce que tu dis, et c'est vrai que tu as raison par rapport au travail de créatrice, par exemple, que toi tu peux faire, Florence Miaille. Je crois que là la question, elle se posait vraiment en effet plus par rapport
par la suite, une fois que vous avez fini le film, comment on peut faire aujourd'hui à travers tous ces différents postes dont tu parlais, toutes ces différentes personnes, pour justement, est-ce que c'est être que sur 4 salles, mais garder ces 4 salles pendant 6 mois? Est-ce que c'est être dans une grande salle en espérant que ça marche de suite? Et c'est une vraie réflexion qu'on a là. C'était en effet que, par contre, vous, en effet, en tant que artiste, vous soyez le plus fier possible et qu'en effet, même si on touche 17 000 spectateurs, des fois vous me touchez 17 000 spectateurs avec un film, avec un sujet qui est fort, dont on est content, que peut-être, je pense qu'Anne Frank va en toucher largement plus avec la sortie. Et par contre, voilà, peut-être que, comme le disait Pascal, et quelque chose qui est conjointement par pas mal de personnes sur le film, donc et peut-être que c'est pas forcément une bonne chose, donc oui, tout à fait. C'était oui, parce que c'est vrai que la question, moi, pardon, je digresse un peu, mais c'est par rapport à justement à la sortie, où en fait on est en contact avec la presse qui n'est pas forcément intéressée par le film, parce qu'il n'y a pas des têtes d'affiche, parce qu'ils connaissent pas les acteurs, le machin, où il n'y a pas une voix, machin, et c'est un peu perturbant, parce que quand on fait un film, on veut qu'il soit vu, et donc on se dit le prochain, là je vais mettre, et c'est l'angoisse de dire non mais là je vais commencer à faire des choses lisses, et parce que j'ai envie que le film attire l'attention. Alors c'est un peu pervers, et c'est justement cette espèce de jeu dans lequel il faut pas rentrer, je pense, parce que c'est ça qui fait les mauvais films. C'est en disant si je fais ce choix-là, ça va faire qu'on va en parler dans la presse, ça va faire que du coup il y aura des spectateurs, et c'est des mauvais calculs. Donc c'est un peu parfois ce que moi mon producteur essaye de faire, c'est de me couper un peu de ça, justement, en me donnant pas les chiffres. Bon, après évidemment je les connais, mais en me disant on n'a pas d'attente, on n'a pas de truc en tout cas il me dit c'est pas ton problème. Et à un moment, ça aussi, les distributeurs m'ont dit c'est plus ton problème. Maintenant, le film, il est avec nous, et tout ce qui est entrée, machin, les salles, parce que là, j'étais là à compter les salles, à me dire non, mais là. Et il dit maintenant, c'est plus ton problème. Et il faut parfois préserver, sans être dans un espèce de déni total, l'idée de faire un film et le monde de l'industrie, la sortie, quoi. Moi, je trouve que nous, en tant que journalistes et en tant que critiques, on devrait aussi arrêter de regarder ça. Et en fait, on se le dit entre nous, le film a marché, le film n'a pas marché. Alors qu'en fait, en vrai, personnellement, qu'est-ce que je m'en fiche. Je suis triste parce que les films que j'aime ne font pas assez d'entrées. Quand les films que j'aime pas font beaucoup d'entrées, ça me laisse totalement indifférente. Des fois, ça m'agace, mais je veux dire, je suis pas en colère ou quoi, c'est la vie. Mais en fait, tu as raison. Ce qui compte, en fait, c'est que les films existent, au moins qu'ils aient des sorties, qu'ils aient une vie, etc. Mais effectivement, tu as raison, quand on dit le film de Florence Mamiya, il n'a pas marché, c'est horrible de dire ça, parce qu'il marche, comme tu dis, il marche extrêmement bien, il est magnifique, on l'aime très fort, et qu'après les gens n'aillent pas le voir. Effectivement, c'est un autre problème. Mais est-ce que nous, quand on parle du cinéma, on pense au cinéma, et vous qui faites du cinéma, est-ce que vraiment ça doit être ça qui doit rentrer? Moi, je trouve qu'en fait, c'est des réflexions un peu je vais pas dire de boutiquier, c'est un peu méchant, mais comme tu dis, c'est les gens qui sont de l'autre côté, et eux, c'est leur boulot, en fait, de penser à ça. Je pense pas, mais on est en train de dire c'est passionnant. En plus, c'est tellement passionnant qu'on va pas, parce qu'on veut parler du travail de Chloé, donc voilà. On cherchait, on voulait des sujets, voilà un beau sujet qui nous a amené. Je reste persuadé alors, moi, je suis ni journaliste, je suis passionné plutôt. En tant que passionné, moi, ça me plaît quand je sais que je vais réussir à faire venir, je sais que Sous le ciel d'Alice, j'ai amené ma mère voir le film, elle aurait sûrement été le voir, parce que voilà, c'est un sujet, c'est une région qui est important pour elle, etc. Donc, mais je suis content d'avoir pu en parler à quelques personnes, de dire, faut aller voir La Traversée. J'avoue que si demain, alors, je sais pas, en effet, peut-être que le mot marché était pas le bon mot, en effet, je suis d'accord, mais j'avoue que ça me fait plaisir, je suis content quand je sais qu'un film amène quelque chose de plus, et que plutôt qu'il y ait 20 ou 30 000 ou 40 ou 50 000, il y ait 300 000 ou 350 000, plus que le James Bond, on va pas rêver, mais en tout cas pour moi c'est aussi un choix de société. Mais encore une fois, c'est pour ça que là on part peut-être dans trop loin, donc je vais laisser mon dernier mot et on parlera d'autres choses, mais non mais Marie-Pénine, je t'en prie. Moi aussi j'aime que les films soient vus, évidemment, c'est pas la question, c'est juste que s'ils ne le sont pas autant que ce qu'ils devraient de mon point de vue, en fait je pense qu'il faudrait juste qu'on arrête d'en faire tu vois, une espèce de sujet, de se lamenter un peu là-dessus en se disant ah oui, ce film est si beau, mais il a été vu que par 30 000 personnes. Et oui, ce film est si beau, 30 000, il a changé la vie de 30 000 personnes. Enfin, je sais pas, je sais que je suis très très utopiste, et chaque fois que je parle avec des gens qui sont producteurs ou distributeurs ou diffuseurs, ils me disent que mon monde n'existe pas ailleurs que dans ma tête. Mais voilà, c'est aussi peut-être pour contrebalancer, en fait.
Oui, mais c'est intéressant. Encore une fois, je pense aussi que malheureusement, enfin, il y a aussi un phénomène de... parce que moi, j'ai envie que les gens fassent d'autres films, et c'est évident qu'il y a un phénomène aussi de se dire, si le film marche au moins un petit peu, ça veut dire que la personne aura un peu plus... Enfin, encore une fois, j'espère qu'on aura un jour Jérémy Clapin ici. Le film... Alors, ça veut rien dire... C'est là où je suis d'accord avec vous, marcher veut rien dire. Par exemple, J'ai perdu mon corps n'a pas atteint donc le nombre de spectateurs et spectatrices qu'on aurait pu imaginer. Il n'empêche que le film ayant eu Netflix, ayant eu d'autres choses, ayant eu un prix à Cannes, etc., fait qu'aujourd'hui, Jérémy Clapin a plus de facilité à faire un film. Après, ce que je trouve intéressant, il y a trop de choses. C'est pour ça qu'on va dire que Chloé a dit que c'est intéressant. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand elle dit c'est un film, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend des acteurs, des actrices ? Je sais que Jérémy Clapin se pose la question aussi. Je sais, c'est d'un seul coup. Est-ce qu'on va prendre un acteur qui ne correspond pas complètement à ce que j'ai envie, mais je sais qu'il va peut-être faire des plateaux de télé. Et ça, je trouve ça assez passionnant d'avoir cette problématique-là et de se dire, ok, bah oui. je veux toucher encore plus de monde, donc je vais avoir le musicien ou la musicienne un peu à la mode, le truc, peut-être même pourquoi pas avoir un thème, je sais qu'il va toucher plus de monde, etc. Et... Oui, je pense que c'est dangereux, c'est pas le mot, mais voilà, c'est des mauvaises questions, c'est des mauvais choix. Parce qu'en plus, la stratégie, à ce niveau-là, elle marche jamais. Enfin, prendre des gens pour qu'ils fassent venir du monde. Enfin, on sait pas. La sortie d'un film, c'est comme ça dépend de tellement de facteurs qu'on peut pas. Allez, Francis, tu fais. Francis, pardon, non, mais on va se prendre un petit. Ouais. Comme l'un des invités, on va moins parler si ça. Marie-Pauline, avec. Francis, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? Non, mais c'est passionnant en tout cas. Comme. Non, mais j'écoute d'abord Chloé. Oui, mais... Non, mais sur ce qu'elle disait, parce que j'ai l'impression de lui couper la parole. Je pense que Chloé, elle ne nous a pas dit ça au hasard. C'est toi, tu as été confrontée. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est passionnant. Ouais. Bah oui, parce que moi, c'était un premier film et j'avais jamais... Enfin, voilà, c'est l'expérience d'une sortie de film. Ça remet beaucoup de choses en question parce qu'on est un peu... pendant le tournage et tout, on est très préservé parce qu'on a une équipe à ses côtés qui a un but commun, qui comprend ce qu'on dit, qui est là, on est dans la création, dans quelque chose de concret. Et puis après, on arrive dans un autre monde qui est abstrait, complètement abstrait, puisqu'il dépend de paramètres que personne ne peut maîtriser, qui est une sorte de truc un peu météorologique, voilà. Et bon, on essaye de faire des suppositions sur des trucs qui finalement ne marchent pas souvent, voilà. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit quand on commence à travailler sur un film, que la sortie est un des plus beaux moments de la vie d'un film. Or, pour le réalisateur, c'est faux. C'est horrible. J'exagère. Mais c'est pas le meilleur moment, en fait, parce que d'un coup, on est là... C'est un moment dans lequel il y a de très beaux moments, mais il y a aussi des moments assez compliqués à gérer. Mais ça fait que... Moi, parfois, je me dis, j'aurais voulu qu'on me dise que ça allait être compliqué, alors que moi, j'ai même pas une sortie compliquée, que ça allait être compliqué pour apprécier plus les moments avant. Dans le sens où on ne fait pas un film pour le jour de sa sortie. On fait un film pour que je ne sais pas pourquoi, mais pas pour ça, en tout cas. On fait pas un film parce que, voilà, ça n'a pas de sens de faire un film pour un mercredi matin, Mais c'est évident quand on parle d'autres formes d'art. Enfin, je sais pas, tu dis pas ce tableau, il y a 250 000 spectateurs qui ont défilé devant pour le voir dans son exposition. En fait, je trouve que... Et puis tu le dis pour un livre. Ouais, mais... Un Goncourt, tu vas dire super, j'ai un Goncourt. Mais c'est pareil parce qu'on est sur un truc tout à coup qui est plus, je sais pas, financier, où on réfléchit. Mais dans ce cas, on est déjà un peu éloigné de l'art. En fait, on est vraiment dans un truc hyper, tu vois, ça devient des produits comme des autres. Culturels. Combien t'as vendu de livres et combien t'as vendu de savon et combien de personnes ont vu ton film. Et là, je suis pas d'accord avec toi sur le tableau. C'est qu'un tableau va être montré peut-être dans une exposition ici ou là. On va dire combien il y a eu de spectateurs pour l'exposition, et t'as pas ce truc sur chaque. À toi ton tableau, personne l'a regardé pendant l'exposition, et donc du coup ton prochain tableau, on l'achètera pas. Je te laisse sur le tableau. Non, mais je pense que des choses comme justement sur certaines expositions, c'est bien qu'on va voir notamment ce tableau d'artistes, etc. Mais revenons. Par exemple, juste aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu te vois confondre à quelque chose qu'il n'y a pas dans le cours, parce qu'il n'y a pas de date de sortie finalement du cours. Il y a peut-être si un festival ou un autre quand là, alors que là finalement, il y a cette espèce d'horrible moment, où on se dit mercredi 10h. Ça, c'est le moment terrible. Ouais. C'est terrible. Non, enfin, terrible. Ça va, non, mais en plus, on était avec l'équipe et tout, donc c'était quand même agréable. Mais oui, c'est assez étrange.
Enfin, c'est un truc auquel on n'est pas forcément préparé, et surtout on nous ment un peu. Enfin, on nous ment. Mais après, parce qu'en même temps, il y a cette réalité que quand on écrit, en effet, on doit penser que le film va être vu. Je veux pas dire qu'il faut être dans un déni, que le film doit être obscur et que personne doit le comprendre et qu'on emmerde les spectateurs qui viennent pas voir nos films. Pas du tout. Au contraire, mais c'est juste qu'il y a un moment où, en fait, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Enfin, et on plaît mollement. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va faire qu'on va faire un truc tiédasse comme ça, parce qu'on veut plaire à la majorité, alors que c'est très mauvais signe, en fait, de plaire à la majorité. Et en même temps, on peut pas nier le fait qu'on est dans un marché et qu'il faut faire des choses qui soient quand même rentables, ou au moins qui amènent pas à la faillite des sociétés de production. Donc voilà, c'est en effet c'est des questions que je me pose, comment réussir à faire des films qui restent indépendants, où on ne soit pas obligé de travailler avec tel acteur, tel machin, et voilà, comment garder cette indépendance et faire les films qu'on a envie de faire et qu'on a envie de montrer. Voilà. Est-ce que ça, c'est des questions que tu avais eues avant de faire Sous le ciel d'Alice, quand tu as commencé à penser à ton premier long métrage? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as pensé, ou alors est-ce que c'est venu là plutôt pour le deuxième sur lequel tu travailles? C'était venu déjà un peu avec le premier, parce que je me rendais compte qu'il fallait pas que le film coûte trop cher pour être le plus tranquille possible. Enfin, c'est horrible, mais en gros, plus il y a de gens qui investissent sur le film, plus il y a de gens qui attendent un résultat. Donc, il y a ce truc à se dire, bon, bah voilà, je vais essayer que ça soit pas un film à des millions et des millions d'euros, pour que, voilà, il n'y ait pas trop d'attente sur le retour sur investissement. Mais l'indépendance, elle passe déjà par là, en fait. Et donc finalement, c'est l'indépendance par rapport... Ce qui est intéressant, c'est que donc, là, c'est l'indépendance par rapport au marché, c'est l'indépendance par rapport à se dire, il vaut mieux 30 000 spectateurs, vaut mieux, je sais pas combien fait Sous le ciel d'Alice au final, mais vaut mieux le nombre de spectateurs, mais au moins avec le rapport que tu as, les liens que tu as avec les spectateurs et spectatrices, plutôt que d'avoir en effet 150 000 ou 200 000 ou plus, mais que finalement peut-être être perdu à l'intérieur d'un parc de cinéma beaucoup trop large où t'aurais pas, là, t'as suivi, et que finalement, il vaut mieux un petit nombre... Oui, en fait, j'ai pas trop de réponse à ça. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est juste que, en tant que réalisatrice, je me dis, c'est là où il faut faire attention, voilà, pas plonger dans ce truc de regarder trop les chiffres, les salles et tout. Allez, on va quand même un peu pour le truc. On reviendra. Non, c'est passionnant, la preuve. On est parti. Marie-Pauline, on va quand même essayer de faire connaître là le cinéma de Chloé aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément. Donc, on se lance là-dedans. Puis peut-être qu'on se gardera 5-10 minutes où on fera une autre émission avec Chloé juste sur le sujet. On aura Florence, Chloé, on aura pas mal de gens qui nous font. Ça fait depuis le temps qu'on veut faire des retours sur les films finis. Donc voilà. Marie-Pauline, on t'écoute. Allez, c'est parti. Bah oui, mais en fait, j'aurais tout simplement continué l'entretien. En fait, il serait se passer rien de spécial. Moi, je trouve que c'est lié à ce qu'on est en train de dire. C'est que moi, la question qui me passionne en général quand on parle avec des réalisateurs et des créateurs, c'est tout simplement d'où viennent les idées de films. Et toi, en l'occurrence, j'imagine que des idées, t'en as plein. Et à quel moment on se dit, oui, cette idée-là, elle est assez solide pour faire un film. Et surtout, j'ai envie de passer 2 ou 3 ans avec cette idée-là. Alors, j'ai plein d'idées, mais pas forcément plein d'idées de films. Donc, j'ai une idée de film après l'autre. Et là, celle-là, en fait, mon premier court-métrage, il parlait déjà de cette quête vers les origines de ma famille libanaise. Et pour le premier long, en fait, c'est né surtout je pense, avec le recul et toute la maturité que j'ai gagnée dans cette expérience, avec la rencontre justement d'équipes. La rencontre justement avec Yacine Badé, avec une équipe de tournage, qui fait que d'un coup, alors que j'écrivais des cours, j'ai eu les outils qui m'ont fait penser que je pouvais écrire un long et donc déployer un récit sur du plus long, une plus longue durée. Et donc j'avais envie de raconter une histoire d'amour durant la guerre civile au Liban. Et après, je savais pas trop comment. Mais comme j'avais entamé cette collaboration avec Yacine Badé, je me suis dit, maintenant, je peux me lancer. Il y avait cette... c'est possible.
Tu peux te lancer parce que tu sais qu'il va être là pour rebondir sur tes idées, que tu peux t'appuyer sur lui. Oui, parce que donc moi j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas forcément une relation avec l'écriture qui est amicale, mais j'ai appris en fait un peu à apprécier ce moment, parce qu'au début quand je faisais mes cours j'écrivais très peu, et puis j'avais l'impression que l'écriture c'était quelque chose qui brimait la créativité, mais vraiment que c'était un truc, on n'avait plus de place à l'improvisation, c'était vraiment horrible. Et au fur et à mesure, et puis surtout en rencontrant Yacine, j'ai compris qu'en fait il y avait quand même c'était quand même intéressant d'écrire, et que c'était un jeu tout autant que finalement le tournage et il y a ce dialogue que j'aimais bien. Puis il avait plus il a une formation de scénariste, donc il était très pédagogue avec moi au début. Il me disait là c'est avec toutes ces règles de scénario, sans être trop rigide bien sûr, mais voilà, il m'expliquait là tu vois, tu sens bien qu'il manque ça et ça, donc et justement tu as réussi à garder un peu l'improvisation pour la suite, finalement, toi qui avais peur de perdre cette improvisation quand t'écris trop, là, évidemment, un long métrage, t'es obligé d'avoir. En fait, ça, c'est aussi une des clés, je pense, pour l'indépendance, c'est qu'en fait, on peut pas, en fait, on est dans des délais dans des plannings tellement serrés qu'on n'a pas le temps d'improviser. En fait, l'improvisation, elle peut se faire avant, au moment de l'écriture, justement, ou au moment du storyboard, où on voit et tout, mais en fait, si tout n'est pas calibré sur le tournage, on est foutu. Parce qu'en fait, on n'a pas un jour de plus. En fait, on ne peut pas improviser. Parce que c'est pas le budget justement un peu limité qui oblige ça. Ouais, c'est ça. Hein, donc c'est ce problème d'indépendance, et qu'on n'a pas forcément plein de choses pour que au montage on dise non, on va prendre ce plan-là. Ouais. Marie-Pauline. Oui, tu parlais de Yacine, c'est spécial quand même d'écrire avec quelqu'un, surtout quand on écrit des films qui sont relativement personnels. Et je sais pas, comment ça se passe? Est-ce que tu n'as jamais un peu peur de te faire déposséder de quelque chose? Et aussi, comment tu as su aussi que voilà, c'était la bonne personne avec laquelle écrire au début, quand vous avez commencé? Au début, c'est donc le producteur de mes courts-métrages, des films sauvages, Jean-Christophe Soulageon, qui m'avait conseillé de travailler avec lui, parce qu'il l'avait rencontré pendant, je crois, une commission CNC. Et donc j'étais un peu réfractaire à cette idée, mais je lui ai dit d'accord, on va boire un café, parce que c'était autour de Boris Vian. Lui, il avait réalisé un documentaire sur Boris Vian, sur le cinéma et Boris Vian, le cinéma de Boris Vian. Et donc on se voit pour un café, puis en fait juste on s'est très bien entendu. Et puis il avait les mots il avait, je sais pas, il y a eu une rencontre déjà, une entente quoi. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec lui. Et ça s'est bien passé. On a écrit Comment on fait l'usage des moyennes personnes ensemble, et puis après on a continué Diamanteur, et puis pour le long c'était évident qu'on allait travailler ensemble. Donc peut-être Marie-Pauline pour Opter. Donc il y a 4 courts-métrages, 5 ? Non, combien ? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. 5. Avec L'amour m'anime ? 6. Donc c'est ça, 6 courts-métrages. Et donc tu vas passer au long-métrage. Donc je répète, qui s'appelle Sous le ciel d'Alice. Et notamment, il y a 2 courts-métrages qui t'ont fait un peu plus connaître, qui est Déroute. Donc un jeu de mots, voilà, en tout cas, de lettres avec Beyrouth et Déroute. Et ça y est, Francis. Le petit caillou que Francis connaît bien. Qui a gagné le César du meilleur court-métrage. Qui a remporté le César du meilleur court-métrage. Voilà. Et donc, pourquoi en parler? On en reviendra sur le côté intime. Mais c'est vrai que tu t'es beaucoup posé de questions par rapport à ta famille, au Liban. Et donc à cette truc. C'était juste pour repréciser un tout petit peu. J'ai oublié de faire la petite news. Chloé Mazlo, c'est Mazlo. Donc voilà, celles qui veulent regarder des choses. Il y a notamment le Sublime Diamanteur qui est en ligne. Pardon, Marie-Pauline, à toi. Mais je t'en prie, Alexis. Moi, je voulais revenir justement sur Sous le ciel d'Alice, puisque tu en as parlé très rapidement. Donc, c'est une chronique familiale douce amère qui se passe dans le Liban entre les années 50 jusqu'à la fin des années 70. Le personnage principal, donc Alice, est une jeune femme suisse, une jeune fille suisse qui vient au Liban, qui tombe amoureuse d'un pays, et puis assez vite d'un homme, d'un Libanais, qui est un astrophysicien qui veut envoyer le premier Libanais dans l'espace. Et le film suit comme ça leur bonheur au début, puis l'arrivée de la guerre qui va venir troubler ce bonheur. Et tu disais tout à l'heure, au début, tu voulais raconter une histoire d'amour qui se passait au Liban et qui se passait pendant la guerre, mais par contre, tu voulais pas parler de ta grand-mère au début. Non, non, parce que je me suis dit, ça y est, je vais faire un long métrage, c'est un film sérieux, donc je vais arrêter de parler de ma famille, tout ça, j'ai été là et puis la guerre, quand même, on s'attaquait pas à n'importe quoi, c'était un sujet quand même très grave, parce que la guerre, c'est
grave. Et donc, on est d'abord parti sur l'adaptation d'un livre. Et un livre d'André Chédid qui me semblait correspondre à ce que j'avais envie de raconter. On a commencé à écrire comme ça, un peu 5-6 mois, je dirais. Et puis après, on est allé en résidence au Groupe Ouest. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais incapable de parler du projet et de le défendre, de dire pourquoi, en effet, je voulais adapter ce livre et pourquoi, je sais pas, il y avait un truc où je me disais, mais c'est bizarre. Et puis, les consultants qu'on avait, ils disaient, mais c'est étrange parce qu'en plus, ça ne te ressemble pas du tout. T'es là, tu nous parles, c'est un peu rigolo. Puis là, le film, il est... Je disais, oui, mais là, c'est sérieux quand même, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu comme une sorte d'explosion intérieure à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'emprunter la langue de quelqu'un. Je suis en train de vouloir parler une langue que je connais pas, donc la langue du cinéma dramatique et du cinéma naturaliste, qui est trop loin, en fait, de moi. Et que ça faisait, en effet, plusieurs courts-métrages où j'étais en train de développer un langage qui était tout sauf naturaliste, et que j'étais en train de me brimer parce que soi-disant il fallait devenir adulte quand on passait au long, il fallait vraiment faire les choses sérieusement, et sérieusement c'est la vérité et la réalité, donc il fallait pas interpréter et jouer avec les codes de la mise en scène. Et donc du coup à partir du moment où ça s'est débloqué, je suis retournée à ma famille. Alors que finalement, tu te mets beaucoup en scène dans des courts-métrages. T'es souvent, même si c'est pas ton personnage. Ouais. Mais ça, c'est pas un souci économique. Enfin, souvent, ou alors pratique, c'est pas une... Oui, alors, parce que moi, j'avais fait une petite liste. Dès l'amour m'anime, déjà, tu racontes ta vie, tu te mets en scène. Dans Déroute, c'est toi, du début à la fin, avec un récit des éléments autobiographiques, etc. Puis on voit tes frères dans certains films, alors ils sont masqués plus ou moins, mais ils sont là. Diamanteur, carrément tu sors, les archives familiales. Donc en fait c'est vrai que toi on te voit, Asma, c'est toi qui j'ai une vie joues passionnante, Asma. Parce que excuse-moi, mais t'as beau dire que c'est pour l'économie, oui, mais quand même. Marie-Pauline vient de le dire, il y a plein de réals qu'on reçoit et qui se mettraient pas forcément en scène. Non, même par économie, on va prendre un acteur, une actrice. Mais oui. Non, mais ça parce que ça me dérange pas, et qu'en effet, je ne sais pas pourquoi exactement, mais au début, en effet, l'amour anime, c'était d'un point de vue pratique, parce que puis c'était ma vie, donc je voyais pas pourquoi mettre quelqu'un d'autre. Puis j'étais étudiante, je sais pas, déjà je ne savais pas ce que je faisais, donc j'avais pas analysé tout ça. Et après, oui, voilà, de façon un peu naturelle. Mais ce qui était bizarre, c'est par exemple Déroute, quand on tournait, donc c'était moi qui étais prise en photo, mais il fallait que ce soit des gens que je connaisse, qui soient autour de moi, parce que c'est comme si je faisais un déni sur le fait qu'après le film allait être vu par d'autres gens. Mais il fallait que les gens qui prennent les photos, les gens qui soient autour de moi, donc mes frères, c'était mes frères, tout ça, que des gens qui étaient très proches de moi, mes colocs et tout. Et après, c'était comme si le film n'allait pas sortir de ce truc, de cette salle dans laquelle on a tourné. T'as besoin d'avoir cette troupe, d'être assuré par rapport à ça, et comme un enclos, on va dire, pour... Et après... Oui, mais c'est ça, c'est un travail de troupe, en fait. Il y a des gens avec qui sont revenus sur tous tes films, ou presque, enfin, à différents postes. T'as vraiment cette idée-là, de travailler avec des gens que tu connais bien. En même temps, ça peut paraître logique de ne pas avoir envie de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, mais on peut. C'est quand même un cinéma qui, en particulier pour les courts-métrages en animation, qui ont un processus de fabrication qui est très collectif, et c'est quand même assez rare. Enfin, je sais pas d'où ça... Tu peux en parler, pardon, un peu, c'est de la Pixar. Enfin, parler un peu de la technique, sans parler trop de la technique, mais dire pourquoi tu dis que c'est en effet collectif, beaucoup plus que... d'être seul avec... Il y a la technique de pixelation qui fait que voilà, il y a un vrai plateau de tournage avec des acteurs, etc. Et donc qui suppose une équipe de tournage. Mais j'ai l'impression aussi que même dans le processus de fabrication, avant des étapes qui pourraient être faites tout seul d'habitude, de storyboard, d'écriture, tu t'associes avec des gens en fait. Donc oui, j'ai pas trop être seule. Ouais. Donc c'est bien qu'on en parle. Mais je me demandais par rapport à ça s'il n'y avait pas une connexion aussi avec le fait que t'as un cinéma qui est assez ludique. Et enfin voilà, s'il y avait une connexion entre le collectif et l'idée de jeu aussi, enfin de petite mise en scène aussi, qui a un côté de reconstitution, modèle réduit d'espace, enfin qu'on s'imagine enfant. Oui, de jeux. Il y a des jeux, c'est assez proche du jeu d'enfant, comme on sait avec mes frères, et c'est vrai que par exemple pour eux c'était logique qu'ils soient là.
Quand on s'amuse, ils sont là, donc je vois pas pourquoi dans le film ils pourraient pas être là. Et là, on en a un point où s'ils sont pas sur le plateau, ils sont vexés, donc maintenant ça devient presque obligatoire. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, tu parles d'aspect ludique, et il y a aussi cet aspect artisanal, en fait. Je trouve que ça va avec aussi, il y a l'idée de petite équipe et de choses qu'on fait soi-même. Enfin, moi, j'ai un truc, ce qui va paraître sans doute très bête, mais sur le tournage de Asman, la diva, on avait besoin d'un livre et tu avais ton chef décorateur qui était là et qui en 2 secondes a fabriqué un livre. Alors vous allez dire c'est bête, on a toujours des livres. Non, mais il a fabriqué un livre qui pouvait avoir l'air d'être dans le contexte, c'est-à-dire, je sais plus, les années 50, ouais. voilà. Et puis, parce qu'en fait, c'était, je sais plus, une espèce de code pénal ou je sais pas quoi, ça n'aurait pas été du tout logique. Voilà. Et en fait, des choses comme ça, c'est vraiment ce côté aussi artisanal. Oui, en fait, le chef décorateur, c'est Aurélien Maillet. Il a aussi travaillé sous le ciel d'Alice. Et on a fait la même école. On était aux Arts décoratifs de Strasbourg ensemble. Et on a donc on adore les trucages manuels. C'est comme un lien de famille, quoi. On a les mêmes références, on aime les mêmes choses. Donc, forcément, je suis plus à l'aise à travailler avec lui que quelqu'un qui sort d'un film où il a eu 1 million d'euros de budget qui va pas inventer, parce que je trouve quand on n'invente pas, c'est pas, enfin, je sais pas pourquoi, mais voilà, le fait d'inventer est beaucoup plus intéressant que de faire sans contrainte presque. Et il y a tout le temps ça d'ailleurs dans ton cinéma, je trouve, le mot d'invention. Et ce jeu entre l'invention et le réel. Et justement, c'est ça qui est intéressant, entre l'invention totale et finalement des choses que tu prends de ta propre vie. Et qu'en fait, il y a tout le temps le va-et-vient. C'est ce qui n'est pas évident forcément, parce que comme tu dis, des fois on a envie d'être réaliste parce qu'on parle de choses sérieuses. Et que toi, t'aimes bien cet enjeu-là de réfléchir sur, je sais pas, les petits cailloux, tes problèmes, ça va être une valise. Enfin, ça va être des choses comme ça. C'est des choses qui deviennent, je sais pas, quand t'écris naturellement, c'est des choses purement visuelles. Ça peut arriver sur le tournage d'un seul coup avec chef d'écoute. Ah ben tiens, faudrait qu'on fasse. Tiens, j'ai une idée. Comment ça se passe ? Ça peut arriver avant, c'est surtout avant le tournage, mais après, c'est vrai que c'est surtout pour Sous le ciel d'Alice. En fait, je me rends compte que pour moi, c'est un film qui est plus proche de la réalité que d'autres films que j'ai pu voir, parce que moi, je vois plus les événements comme ça. Enfin. Je sais pas comment expliquer, mais quand je regarde le journal télé, j'ai l'impression de regarder Groland, par exemple. Enfin, il y a rien, on peut pas prendre au sérieux le monde dans lequel on vit. Et du coup, le montrer de façon sérieuse, ça me paraît justement contre-naturel. C'est pas la réalité, parce que quand on regarde la réalité, ça n'a pas de sens. Enfin, rien n'est logique, tout est. Enfin, je trouve qu'il y a. Enfin bon, quand même, il y a un truc qui est pas. Qui est un peu burlesque dans la vie de toute façon. Si on s'autorise à le regarder de cette façon, on peut. Enfin moi, en tout cas, c'est ma façon de survivre dans ce monde, de regarder comme ça les choses et de se dire oui, là c'est vrai que par exemple la crise du Covid, si on n'en rigole pas, enfin c'est quand même un peu. C'est dommage de pas profiter de ça pour se dire oula. Puis c'est aussi montré quelque part, je trouve ça intéressant. On le voit déjà dans Des routes, on le voit dans Sous le ciel d'Alice, bien sûr, et de manière très forte dans Sous le ciel d'Alice. C'est là montrer que les gens vivent, enfin qu'on a un rapport par rapport aux news, aux médias qui est quand même tout le temps alarmiste, tout le temps, etc. Et que finalement les gens vivent, quand on parle à des Libanais, disent quand on rentre chez nous, on vit quand même. Il y a un réalisateur syrien qui vient bientôt et qui disait que oui, malgré tout, il y a des bombes qui tombent. Des fois à côté, mais qu'on vit, qu'on mange, qu'on s'amuse avec aussi des amis. Et il y a cette volonté-là chez toi, depuis encore plus Des routes et dans Sous le ciel d'Alice, de montrer ça aussi. Oui, c'était l'envie de montrer les vivants, pas les morts. Enfin, c'est vraiment quand avec justement Aurélien Maillet, le chef décorateur, quand on allait à l'INA pour chercher des images d'archives du Liban, on tombait que sur des trucs sur la guerre. Et de temps en temps, il y avait une image d'un intérieur chez des Libanais qui étaient là. Et on disait enfin, on voit la vie en fait, parce que finalement, on voyait que des ruines et que c'est pas vrai en fait. Bien sûr, il y a les ruines, on va pas les nier, on va pas nier qu'il y a eu des morts. Mais finalement, il y avait plus de vivants que de morts. Et ces morts-là, ils ont touché ces vivants. Et voilà, c'est tous les dommages collatéraux qui sont aussi importants que ces morts. J'ai lu dans une interview que tu disais que quand tu as dit à ta grand-mère que tu voulais faire un film sur cette période au Liban et tout ça, elle t'a dit quelque chose comme « mais pourquoi on s'amusait beaucoup en fait ?» Oui, elle m'a dit rien à dire, on s'est bien amusé. Super.
Mais non, mais juste on peut revenir là-dessus, c'est intéressant. C'est vrai parce que normalement c'est plutôt l'inverse dans des grands bandes. Dans le coup on va dire mais pourquoi tu veux qu'on parle de ce moment-là, tout ça c'est du passé, etc. Je trouve ça plutôt joli comme phrase de dire écoute, de prendre ce côté-là. C'est peut-être de là que tu tiens aussi ce côté un peu plus optimiste en tout cas. Oui, c'est parce qu'elle voulait pas salir l'image du Liban. Elle voulait toujours montrer à quel point ça a été un beau pays. Donc elle voulait me transmettre une belle image du Liban. Donc elle allait pas me dire tout ce qu'elle avait vu qui était horrible. Après elle me l'a dit. Maintenant je sais un peu plus, mais au début quand j'ai commencé à écrire je savais pas. J'avais grandi avec cette vision naïve sur le Liban parce que c'est ce qu'on m'avait donné. C'est ce qu'on m'avait apporté, des anecdotes rigolotes sur le Liban, même pendant la guerre, mon grand-père qui faisait des blagues aux voisins. J'avais l'impression que c'était vraiment génial de vivre la guerre. Avec mes frères, on était un peu jaloux, quoi. Parce que nous, on était en France, on était isolés, et toute la famille, elle était au Liban, et ils étaient ensemble, ils s'amusaient, et nous, on se disait, ce serait quand même bien... Marie-Pauline. Il y avait de leur part une manière de dramatiser complètement la situation que tu as réinjectée dans le film. En fait. C'est de la pudeur un peu. C'est de pas vouloir dire que ça va pas. Et puis ça n'a pas changé parce que j'étais au Liban en 2006 et en effet les gens, les amis que je voyais m'ont pas amené dans les endroits qui avaient été bombardés. Ils m'ont amené dans les endroits qui étaient beaux. C'est normal. C'est une façon de vouloir montrer ce qu'il y a de beau dans ce pays et pas vouloir dire pas se plaindre. De toute façon ils passeraient leur journée, leur vie à se plaindre, tellement il y a des raisons de se plaindre. Il y a aussi dans celui d'Alice quelque chose je trouve d'intéressant. Alors, mais ce qui m'a marqué, il y a une pudeur aussi au niveau de la caméra. J'ai l'impression que t'es moins en plan rapproché que dans tes courts-métrages. Et il y a quelque chose où t'es un peu plus en distance. Et notamment, quand ils se rencontrent tous les deux, c'est vrai, dans le café, qu'un très beau moment où tu vas rester dans cette idée-là. Il y avait vraiment cette envie quand même de pas trop être proche et moi j'avais très envie de donner l'impression qu'on était pour les scènes en famille, qu'on était assis qu'on était assis dans l'appartement et qu'on était donc à une distance de la famille pour les avoir ensemble et comme il y avait cette idée de photos de famille, de rester quand même toujours dans pas dans des énormes plans, des gros plans. Marie-Pauline me dit qu'on arrête. Non, on va faire une pause. Bon, on dit tout, c'est bien. C'est le truc, on fait, allez, je voulais une dernière question et on fait la pause après. Si tu veux. Non, alors, dans ce cas-là, puisque si vous voulez couper, donc on va faire juste, non, c'est parce qu'il est 10, on n'a que 2 coupes. Bon, allez, allons-y, on fera un petit peu. Allez, c'est Marie-Pauline. Moi, je suis ce que dit Marie-Pauline. Donc, je vais prendre. On a voulu rester alors dans la thématique. On a voulu rester dans la thématique Liban. Donc, musicalement, on va rester énormément là-dessus. Donc, on va écouter le morceau 5 et on écoutera juste le petit morceau qui est après 6, donc qui fait 1 minute et qui est donc du compositeur de Social Alice. Donc, vas-y, prononce-le. Bachar Mar Khalife. Merci beaucoup. On écoute quel morceau ? Ça y est, j'ai pas bien fait mon travail. Zakrini. Voilà, qu'on entend de manière un petit peu au début du film. Et donc juste le petite chose en plus qu'on écoute après. Merci Nicolas. Pour le long, elle m'avait dit très tôt qu'elle voulait que je fasse la musique. Je crains que plus rien ne soit comme avant dans ce pays que tu as tant aimé. Et on s'est rencontrés plusieurs fois avec le scénario, on a lu ensemble. Et j'ai été sur le tournage, je dois le dire aussi. Et j'ai finalisé la musique. Elle a tourné quelques scènes avec des maquettes que je lui avais déjà envoyées. Elle insistait sur ça parce qu'elle voulait aussi qu'il y ait de l'émotion pendant le tournage avec la musique. Et j'ai finalisé après, quand le montage était fini, pour coller parfaitement aux scènes, aux personnages. Il n'y avait pas de méthode préétablie, je crois qu'on a fait vraiment comme il fallait, parce qu'on allait on sentait ce qu'il fallait faire. Donc Bulle de rêve sur Radio Libertaire 89.4 ou bien sûr sur Internet. Et donc c'était Bachar Mar Khalife. Qui nous parlait un tout petit peu. Marie-Pauline, on te laisse continuer. Donc on a la chance d'avoir Chloé Maslow
en direct. Oui, et donc on vient d'entendre Bachar Makhalife, c'était dans une interview donnée pour Bref, la revue du court-métrage, une interview, comme vous en doutez, qui était donc filmée, qui était en ligne, que vous pouvez regarder d'ailleurs sur YouTube très facilement. Et donc oui, moi j'avais envie d'enchaîner de manière fort à propos, n'est-ce pas, sur la musique du film, puisque Bachar Makhalife a travaillé sur Sous le ciel d'Alice, et tu l'avais contacté au moment de Asman, la diva. Si non, en fait c'est l'inverse, je l'avais d'abord contacté pour Sous le ciel d'Alice, et là, hop, est arrivé Asman. Et donc, on a d'abord travaillé sur Asman avant de travailler sur Sous le ciel d'Alice. C'est rigolo comme quand on peut avoir des interviews quand on a, parce qu'il dit, pas l'inverse, mais quasiment dans un truc où il dit que pour Asman, tu lui avais envoyé un mail et tout, et qu'ensuite, tu lui parles de Sous le ciel d'Alice. Donc finalement, non, moi, je me souviens de tout. Bon. Et donc, cette rencontre? Pourquoi cette rencontre? Tout simplement parce que je l'avais vu en concert. Enfin, j'avais déjà écouté sa musique à la radio, et je suis allée le voir en concert, et j'ai adoré. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui demander? Et il est libanais, et j'avais envie de travailler avec un compositeur libanais parce qu'il y avait des textes en arabe. Et donc ça s'est fait comme ça. Il avait déjà composé pour le cinéma, mais c'est pas son métier principal, et j'aimais bien l'idée, parce que je trouve que c'est tellement dur de parler de musique, d'avoir des mots pour dire un peu plus comme ça, un peu moins je sais pas, j'ai pas le vocabulaire vraiment, et le fait de travailler avec quelqu'un dont j'admire le travail me semblait plus simple, en me disant c'est un peu j'ai l'impression qu'on va s'entendre, vu que de toute façon j'aime bien tout ce qu'il fait. Il fait 3 notes sur le piano, je suis trop contente. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était. Mais quand tu le contactes, du coup, c'est à quel stade? C'est encore au tout début d'écriture, ouais. Okay. Je suis encore à l'écriture. Je pense que j'ai même pas encore de producteur. Mais c'est assez rigolo ce que tu dis. Moi, j'imagine que ça aurait pu être l'inverse. On pourrait demander à Antoine s'il aimerait travailler avec Ron ou Donald Marr. Non, mais de se dire d'un seul coup, d'avoir encore plus d'angoisse, de dire, ou même d'un seul coup, dire, c'est très bien ce que tu viens de faire, et de finalement pas avoir le dire, ah non, là, faut que tu changes, ou faut que tu ailles, et d'un seul coup, presque dire. Ouais, après, il y a eu on a fait des ajustements, bien sûr. Il y avait des moments où. Je trouvais que ça correspondait moins, ou alors au montage, on se rend compte qu'il y a des manques, et que la musique va nous aider à faire comprendre et à faire passer l'émotion qu'on n'a pas réussi à faire passer dans l'image. Et donc là, je lui passais ces informations en lui disant, là, tu vois, normalement, elle est censée être triste, mais on n'arrive pas assez à le sentir sans musique. Donc, est-ce que tu peux, accompagner le mouvement? Donc voilà, on avait ce genre de discussion, mais c'était de base, il y avait quelque chose qui était déjà acquis, parce qu'on s'entendait bien. Et en effet, il est venu sur le tournage, il a joué le milicien c'est lui qui joue le milicien. Mais c'est comment on le... Non, il joue au piano. Mais alors, moi, je reviens sur ce que tu dis, c'est-à-dire que tu le contactes au moment de l'écriture, donc c'est-à-dire super en amont. Donc, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, tu es déjà en train de réfléchir, notamment à la musique. Oui, parce que pour les courts-métrages, c'est vrai que j'avais aussi fonctionné comme ça. J'avais besoin de savoir qui allait faire la musique, parce que il y a, dans l'animation, encore plus qu'en prise de vue réelle, la musique et le son est vraiment primordial, vu qu'il n'y a pas de prise de son directe, et donc c'est un truc auquel j'avais déjà j'attache beaucoup d'importance en fait à la musique et au son en général dans les films, et donc il fallait que je sache qui allait composer la musique pour qu'on ait des discussions en amont du tournage et en amont au moment de l'écriture. Comme ça me permettait de me projeter plus, et puis de savoir, parce que le problème souvent dans la musique, c'est que on commence à faire le montage et on va mettre des morceaux qui un peu en idéalisant, on va mettre des morceaux qui seraient ça, puis après on envoie tout au compositeur, on lui dit bon voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose à peu près comme ça, comme Rihanna, mais on n'a pas 40 000 balles pour payer les droits. Et donc, souvent, le compositeur, il se retrouve avec un truc où, en plus, il doit faire vite. Il n'a pas le temps d'ingérer tout le film, et qu'on lui demande de faire un espèce de truc de calquer sur un truc qu'on ne peut pas acheter. Enfin, c'est très étrange parfois pour les compositeurs de musique. Parce qu'en plus, ils arrivent en bout de chaîne, il n'y a plus beaucoup d'argent. Enfin, donc... Oui, souvent ils n'aiment pas trop ces musiques maquettes qu'on utilise sur les tournages, effectivement.
Je sais plus quel compositeur, par exemple, disait des fois on met Mozart et sur un truc, on dit mais comment je peux faire, enfin, je peux pas faire du Mozart après ça, donc c'est impossible, en tout cas, voilà, et on fait à peu près, mais on peut pas faire du à peu près de. Alors, je dis Mozart parce que voilà, mais en tout cas, de ce genre de choses, ouais. Barry Pauline. Mais du coup, au scénario, tu comptes sur la musique, c'est-à-dire que quand tu écris, il y a des endroits où tu te mets des petites marques en disant oh là là, ça va. L'émotion va passer par la musique, voilà. Alice, elle va avoir l'air que tout va bien, et en fait, la musique va nous donner un indice, ce genre de choses. Oui, ce genre de choses, et aussi là, il y avait des chansons, donc j'avais écrit les paroles, et donc il fallait que, je savais que là, il y aurait de la musique, et il y aurait du piano, vu que le personnage de Mona fait du piano, c'était très important que le compositeur fasse du piano également, pour qu'il puisse accompagner. Et puis d'ailleurs, ils ont travaillé ensemble. Donc la comédienne qui joue Mona, elle est allée chez lui, ils ont répété le morceau ensemble. Donc ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas déjà eu cette relation qui avait été tissée avant. Et qui d'autre tu contactes comme ça? Enfin, à quelles autres choses tu penses quand tu écris? Tu penses déjà en termes de montage? Tu penses déjà en termes de photographie? Enfin... alors là, sur ce film, non. J'avais même pas... Par exemple, j'ai pensé à la musique avant les comédiens. J'avais aucune idée des comédiens avant la fin de l'écriture. Vraiment, je me disais... Je voyais ma famille, donc je n'ai pas imaginé des comédiens. Puis à un moment, quand ça s'est fini, il a bien fallu y penser. Et sinon, la décoration. Mais pour le deuxième, par exemple, c'est très différent, vu que j'ai déjà un peu... j'ai rencontré une autre équipe. Et voilà, je pense à eux, c'est vrai, en écrivant. Je me dis, pour la décoration, je me dis, ça va l'amuser. Des choses comme ça. Oui. Et pour en revenir, désolée, comme tu le sais, c'est un peu ma marotte, mais à cette question quand même de cette matière intime que tu travailles, voilà, tout le monde sait ici que c'est un thème qui me plaît beaucoup. J'avais un peu envie de revenir dessus parce que c'est quand même quelque chose de délicat. Et je sais pas, pour toi, tu avais l'air de dire que des fois c'était presque une facilité en fait de partir de cette matière-là existante et puis de l'amener ailleurs. Est-ce que parfois c'est aussi une contrainte? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que pour moi c'est facile, enfin c'est une facilité parce que c'est ça que j'aime bien faire. Donc quand on aime bien, c'est plus facile forcément. Mais en même temps c'est plus douloureux parce qu'on est beaucoup plus à fleur de peau. C'est-à-dire qu'on vraiment on s'expose et on expose sa famille. Là en l'occurrence c'était toute ma famille. Donc je me disais mais enfin voilà, c'est pas rien de faire un film sur sa mère, sa grand-mère et de se dire mais là je suis en train d'emprunter leur histoire, comment ils vont réagir et donc il y avait ce truc, quand il y a eu les premières projections, j'étais dans des états d'angoisse et puis ça veut dire que on fait un mélange, un amalgame quand les gens peuvent me dire j'aime pas le film, je me dis j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas. Bon alors il y a un truc un peu... Alors que je pense que c'est très différent quand c'est loin. Je l'ai senti quand j'ai écrit... quand j'ai réalisé Contes de fées, qui est adapté donc, d'un livre de Boris Vian, là, j'avais un espèce de détachement qui m'a fait du bien parce que j'étais moins, justement, impliquée émotionnellement, mais qui, au final... on est moins impliqué, donc il y a des avantages et l'investissement est moindre et donc la satisfaction est également moindre. Mais est-ce que le fait, tu racontes pas leur vie, tu racontes pas ton histoire, tu prends des éléments et puis tu racontes une fiction avec, est-ce que du coup dans cette partie de fiction il n'y a pas aussi des choses où, c'est délicat parce que si tu rajoutes des parties de fiction qui peuvent être désagréables pour les personnes, est-ce que tu t'interdis aussi des choses à cause de ça? Parce que même si tu racontes une fiction, après l'amalgame peut être fait pour le spectateur. C'est l'histoire de ta grand-mère, par exemple. Non, je m'interdis pas. Parce qu'après, je sais qu'en plus, ma famille est pas du tout... n'a pas de regard malveillant et que moi, j'en ai pas non plus envers eux. Je fais pas un film pour régler des comptes avec eux ou... Voilà, j'ai envie de raconter leur histoire et après, je sais qu'il y a pas on n'a pas ces rapports-là, voilà. Donc, je suis très sereine avec ça et j'ai pas peur de fictionner des parties en me disant là, ils vont, oh là là. Mais c'est amusant parce que ma mère, quand on avait fini d'écrire une version du scénario avec Yacine, je l'ai fait lire à ma mère parce que je me disais c'est quand même son histoire. Et donc, elle a repris le scénario, elle était très contente que je lui fasse lire et elle a tout corrigé en fonction de sa vie, vraiment comme c'est Mona, en fait, le personnage. Donc, elle barrait là, Alice les yeux bleus, vert. Donc elle me mettait des flèches, des trucs. Hop, elle m'a rajouté des scènes parce que normalement ils quittaient l'appartement, puis ils ont vécu dans une maison avant. Donc là, elle me rajoute. Tu as oublié la maison. Entre parenthèses, peut-être que ça coûterait trop cher. Des trucs comme ça. Puis après, à la fin, elle m'avait collé plein de vignettes d'autocollants suisses et des étoiles et tout. C'est génial, en fait, ça te fait
une biographie, enfin voilà, t'as toute l'histoire de ta mère. C'est plutôt pas mal. Est-ce que, pour rester sur l'intime, il y a une autre réalisatrice, alors vous êtes complètement différente, qui est Florentine Grelier, qui elle travaille, alors il y en a plein d'autres qui travaillent sur l'intime. Est-ce que toi, justement, Florentine Grelier, alors vous avez déjà entendu ici, mon jukebox, ou enfin, etc., elle est assez sérieuse quand elle parle finalement de son histoire, et c'est vraiment, enfin, c'est elle, on la voit, alors elle est dessinée, etc. Là, d'avoir ce décalage, justement, cette fiction que tu injectes, où finalement, moi, j'avoue que j'ai vu le ciel d'Ali, je savais pas du tout que c'était ta grand-mère. Je me doutais que c'était une histoire de famille, mais comme j'ai rien lu, j'avoue que je savais pas, parce que c'est pas forcément, si je me souviens, pas forcément dit, ou en tout cas pas forcément, voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que finalement, tu peux, je sais pas, il y a à la fois être complètement présent et à la fois ce petit décalage qui te permet d'être un peu, entre guillemets, distante. Oui, parce que pour moi, c'est pas intéressant que le spectateur il sache que c'est l'histoire de ma famille. En fait, c'est l'histoire du film, mais en gros, si on le sait pas, c'est pas important. Après, c'est ce qui fait que moi, j'arrive à porter les projets pendant longtemps. C'est que, voilà, ça me touche et que, voilà, je me dis... J'ai vraiment du mal à concevoir qu'on puisse... C'est tellement long d'écrire un film et de le porter que je me dis, quand on n'est pas concerné ou animé par le projet, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à le tenir jusqu'au bout. Donc, ce qui veut dire que là, le prochain long est forcément aussi sur quelque chose de personnel ? Là, c'est plus avec mes frères. Ouais. Ouais, là, cette fois, j'ai pas essayé d'aller à l'encontre. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on y va. Donc, ouais. Est-ce qu'on fait une pause ? Mais faisons une là, pause. Et on parle d'intime parce que on va entendre un extrait. Et donc, peut-être qu'on peut repartir, parce que j'aimerais bien repartir sur l'extrait qu'on va entendre. Donc, on écoute, on reste. On a vraiment tout fait, là. On reste, on est sur Asman. On va entendre un morceau d'Asman qui est un peu plus long, comme ça vous allez avoir. Et toujours la même chose, on mettra les 2 morceaux à la suite, Nicolas. Donc, Asman, que tu peux nous désannoncer après. On va écouter donc Grande Diva. C'est intéressant, c'est une grande diva qui a été un peu éclipsée à un moment donné. C'est intéressant quand on entend le compositeur, on sent une petite chose contre Kalthoum, qui est évidemment la diva qui prend toute la place à un moment donné, donc plutôt égyptienne, et par rapport à Asman, où il y a quand même, oui, elle prenait toute la place dans les médias, etc. Donc on sent la bisbille entre les deux, et qui a eu un parcours, je t'en parle dans un de tes films, assez incroyable. Donc on écoute l'une des autres grandes divas, on a entendu Férouz du Liban, du monde arabe, du Liban, oui, pardon. Et voilà ce qui reste d'un diamant qu'on a trié, transformé et conformé. Heureusement, chaque pierre brute possède une histoire, une personnalité qu'aucun diamanteur ne pourra jamais lui arracher, et qui résisteront, quoi qu'il arrive, à toutes les transformations. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Une pierre précieuse. C'est quoi ? Ça. D'ailleurs, vous savez que ça vient de là, le mot diamant. D'Adamas. Qui veut dire indomptable. Putain, j'ai dit... Preuve qu'on parle. Non, mais c'est pas grave, t'as pas dit un truc comme ça. But de rêve, toujours, l'émission 100% cinéma d'animation, enfin 100% cinéma. Puis on parle beaucoup plus d'animation, mais voilà. On reçoit Chloé Maslow. Chloé le sait, mais voilà, je vais le dire, je suis même pas un immense fan de Diamanteur, c'est pour moi un film dont vous venez d'entendre un extrait, c'est un film que j'adore, qui à chaque fois, pas me fait pleurer, mais quasiment à chaque fois à la fin, l'émotion, là, c'est la fin que vous entendez, le film est en ligne. Il est un peu à part quand même, parce que tu parles, là, tu disais tout à l'heure, je suis pas là pour critiquer ma famille, etc. Dans Diamanteur, il y a quand même quelque chose, il y a un petit par rapport à la manière dont vous avez été éduqués, etc. En plus, c'est tes frères. Il est un peu différent du reste. En fait, je m'en suis rendu compte après que ça pouvait être interprété comme si je critiquais l'éducation que mon père nous avait faite, parce que on rentre dans le moule et tout. Alors que pour moi, c'était plus lui qui racontait, mais il parlait de la société. Mais en effet, il y a cette double lecture. Et qui est pas fausse non plus, parce que forcément, nous, on a été conditionnés à faire ce qu'on fait. Enfin, mes frères, ils sont joailliers.
Moi, je fais des films, je fais quelque chose d'artisanal comme mon père, donc c'est pas complètement non plus faux. Mais en même temps, ça rejoint aussi ce que mon père nous a appris et nous a transmis sur le diamant. Mais il y a un mélange des deux. C'est ça qui est beau d'ailleurs. C'est pas une critique qui est directe, c'est pas une critique en disant oh, regarde ce que t'as fait de nos vies. Il y a aussi ce qu'il a pu vous apporter, mais il y a tout un jeu quand même. Et Marie-Pauline le disait, le fait que tu étais prendre des archives et qu'on vous voit petit, qu'on te voit petite, il y a quand même cette idée d'être tout le temps filmé et presque d'adoration, comme il peut y avoir avec les diamants, de ces enfants. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on ressent quand même pas mal dans le film, ce côté... Oui, mais c'est ça, mais parce que donc mon père est vraiment... Il est joaillier, il n'est pas diamanteur, mais donc lui, il travaille avec des diamants bruts. Et il aime les diamants abîmés. Et en fait, il me parlait des diamants abîmés, tout ça. Et plus il parlait des diamants, plus j'avais l'impression qu'il parlait de lui. Je me disais, mais oui, en fait, il est touché par ces pierres parce que justement, elles sont imparfaites, qu'elles ont une histoire, mais qu'elles sont mises au rang de la société et qu'elles sont utilisées pour tailler les autres diamants. Enfin, c'est très cruel, en fait, quand on y pense. Parce qu'on dit qu'un diamant qui a un crapaud, donc ça veut dire qu'il a rencontré quelque chose durant sa croissance. Il a un crapaud, déjà, c'est un mot pas beau, puis ça veut dire il est moins valable que les autres. Et en fait, ça veut juste dire qu'il a une histoire, qu'il n'est pas parfait, fait de 100% de la bonne matière et tout. Et donc, et je me disais, mais comment on peut imposer aux gens et leur dire, c'est ça la beauté. C'est ça, c'est comme ça. Alors que finalement, si on donnait à voir peut-être des diamants qui étaient imparfaits aux yeux du marché du diamant, eh bien les gens seraient plus touchés par ces pierres, mais elles valent moins cher. Voilà, pour revenir à la valeur. Et donc voilà, c'est comment finalement nous, en tant qu'individus, dans une société, on était également mis sur des échelles de valeur. On a des échelles de valeur dans lesquelles on essaye de rentrer des moules, voilà, tout au long de sa vie. Et forcément, l'éducation, elle va mouler d'une certaine façon, mais les parents essayent toujours, enfin majoritairement, de bien faire. Et en effet, notre père nous a fait, lui, il disait plutôt un enclos qu'un moule, mais voilà, on avait un enclos, un espace de liberté où il fallait qu'on reste, mais tant qu'on n'était pas assez grand, la porte n'était pas encore ouverte. Et donc voilà, on a quand même été conditionnés, mais comme n'importe quel enfant, mais comme il avait un caractère très fort, on a été conditionnés par des choses assez fortes aussi. Alors, on reparlera de cette idée de perfection. Je vous parlerai, j'ai découvert une artiste donc tétraplégique qui fait du stand-up, qui dit une très belle phrase, enfin c'est une autre qui dit une très belle phrase en disant, chaque fois qu'on me voit et qu'on me dit, là t'as surpassé ton handicap, et elle fait, non pas du tout, je suis comme ça. Et j'ai pas surpassé mon handicap, c'est juste tel que je suis, et donc vous le voyez comme un handicap, et moi je le vois pas comme un handicap, c'est juste de cette manière-là, donc sur la normalité, et truc, c'est une très très belle chose. Donc voilà, on parlera un peu de ce personnage, de cette personne-là, Marie-Pauline. Oui, j'allais juste ajouter, je pense que c'est encore plus cruel, je crois que les crapauds, en plus, on les voit pas à l'œil nu. Non. Donc tu regardes le diamant, c'est un très beau diamant, mais il n'est pas bien à l'intérieur. Et je trouve que c'est encore pire, en fait, de dire que c'est même pas un truc qui se voit, ou encore on pourrait dire il est moins joli, il y aurait un truc hyper subjectif, mais au moins ça aurait du sens, alors que là, ça n'a juste pas de sens, en fait, puisque ça ne se voit pas. Oui, et puis quand on commence à regarder, mais ça on pourrait faire une émission de 4 heures sur le diamant, mais on commence à regarder, c'est l'échelle des couleurs, blanc plus, blanc, et c'est atroce quoi, on se dit mais vraiment, et quand on commence à s'y intéresser, on voit qu'en fait c'est juste pour réguler le marché qu'on a mis ces normes. C'est parce que comme ça, plus on mettait des règles et des normes, et moins il y avait ces diamants, donc plus ça valait cher. T'as eu ce problème par rapport au film ? Est-ce que c'est un film d'animation ? Est-ce que c'est un film de prise de vue continue ? Est-ce que c'est un film ceci ? Est-ce que des fois on s'est dit non c'est pas où le caser ? En fait, pour être honnête, j'avoue que c'est plus dans le milieu de l'animation que j'avais ces questions-là. Ouais. C'est parce que je me suis rendu compte quand je tournais Diamanteur que quand je croisais les gens qui travaillent dans l'animation, on me dit c'est quelle technique ? Et donc je sais plus, comme je sais jamais quelle technique, là je dis n'importe quoi. Donc voilà, mais sinon après de toute façon quand les films sont montrés aux spectateurs et en dehors de festivals qui sont dédiés plus à l'animation ou avec des étudiants en animation, les questions portent en général très peu sur la technique. Oui, les gens de l'animation, on rentre pas dans ce débat, ont un peu de problème des fois avec le cinéma de Chloé, parce qu'en effet, c'est de savoir quel pourcentage d'animation il y a ou des choses comme ça. Et bon,
Et les gens d'animation peuvent être bêtes aussi, il n'y a aucune raison. Marie-Pauline. Oui, bah écoute Alexis, c'est parfait parce que tu me permets d'enchaîner justement sur l'animation, donc on dirait que c'est fait exprès, puisque oui, il y avait quand même un peu l'idée d'aborder cette question-là et de revenir toi sur ton rapport à l'animation, donc ta technique d'animation, notamment beaucoup de pixelation dont on parlait tout à l'heure, aussi des papiers découpés, ce genre de choses. Encore une fois, on est un peu dans cette idée un peu artisanale où tu fais les choses toi-même. Voilà, comment s'est fait cette rencontre et ce bout de chemin que tu as fait avec l'animation? Cette rencontre, elle s'est faite suite à un échec amoureux, donc j'étais contente parce que ça m'a permis de rencontrer l'animation qui est finalement une relation plus longue et plus enrichissante. et c'était quand j'étais aux arts décoratifs, et on a eu un sujet sur on devait faire un poème et j'avais une peine de cœur et donc j'ai fait un poème en animation, mais un peu sans savoir que c'était de l'animation, de façon très naïve, avec un appareil photo, moi dans ma cuisine, ma coloc qui prend les photos, il fallait qu'il y ait des larmes et il y ait un cœur, donc voilà, l'animation se prêtait là et j'ai pas vraiment réfléchi. Et après j'ai fait tout mon film de fin d'études avec ce principe-là de photo par photo, sans vraiment mettre de nom à ce que je faisais. Je faisais l'animation, mais j'y connaissais rien, je connaissais rien non plus en termes de référence. Après le film est allé à Annecy, c'est là que j'ai compris que donc c'était on m'a dit de la stop-mo. Voilà. Je dis, après, je disais, c'est de la stop-mo. Et puis voilà, après, j'ai appris comme ça au fur et à mesure, mais j'ai pas eu, en fait, je pense aussi parce que j'avais pas ces références d'animation, j'ai jamais vraiment cherché à faire une technique en particulier, mais plutôt, j'avais des problèmes, non pas des problèmes, mais une idée, puis c'est comment on la met en image, et voilà, l'animation souvent, comme c'est quand même assez sensationnel comme médium, parce qu'il permet de faire énormément de trucage, de magie, voilà, ça s'est souvent prêté à ça. Et moi je me rappelle quand j'ai vu L'amour m'anime la première fois, donc c'était en effet à cette époque-là, et pourtant j'avais ce bagage, on va dire, de connaître un peu cette animation. Ce qui m'avait marqué, c'était cette espèce de côté direct. Alors, j'emploie facilement le mot punk, mais c'était pas forcément moi, c'était un côté un peu, ok, il faut que le glaçon, elle a son cœur qui est brisé, enfin voilà, le glaçon, donc il va fondre, et puis on le remet en arrière pour que d'un seul coup il se reforme, ou ceci, etc. Il y avait quelque chose qui était très direct, que je trouvais assez beau, de quasiment prendre, j'ai ce problème, comme tu dis, j'ai ce problème-là, comment je peux le faire au niveau de l'image? Comment ça t'est venu? C'est encore une fois le premier. Est-ce que tu te rappelles du premier déclic de dire tiens, on va le faire sans savoir que c'était de l'animation, l'image par image. Tiens, ça m'intéresse, je vais faire ça comme ça. C'était des choses que tu avais déjà fait un peu avant et donc ça te plaisait aux Beaux-Arts ou non? Non, en fait, non, j'avais fait. Après, il y a quelque chose, je sais pas du tout péjoratif, mais quelque chose de très enfantin avec l'animation. Pour avoir fait beaucoup d'ateliers avec tout genre de public, les enfants comprennent très très vite le principe de l'animation. Enfin, c'est vrai, c'est un truc qui est très lié. En fait, on comprend et c'est simple et on peut très vite arriver à un résultat et c'est pas. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose de presque plus accessible que dans la prise de vue réelle. Notamment, il suffit d'avoir un appareil photo. C'est déjà, c'est déjà quelque chose qui fait que c'est plus à portée de main parfois. Et puis oui, moi c'était vraiment l'idée, parce que j'avais cette idée de cœur qui souffre, et donc il fallait que le cœur soit planté, que les larmes coulent. Voilà, il fallait que ça coule en animation. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'avais pas le budget pour faire de faire venir des maquilleurs. Mais tant mieux, parce que du coup, tu as créé tout un langage visuel qu'on retrouve de film en film et qui est, comme dit Alexis, assez saisissant quand on voit tes films pour la première fois, parce qu'effectivement, il y a il y a une langue qu'on coupe, il y a des cœurs qui font, c'est plus ou moins, oui, voilà, il y a des trucs des fois presque un peu gore avec cette larme qu'on coupe. Dans L'amour m'anime, dans le souvenir, il y a quelques trucs comme ça, un peu, on y va. Et il y a des racines qu'on coupe également. Il y a des trucs très qui reviennent, des motifs, etc. et qui en plus sont tellement parlants. Voilà, c'est tout un langage que tu as créé et que tu utilises. Oui, mais c'est comme... moi, à chaque fois, je souhaite à tous les étudiants au sein de leur
cursus scolaire de trouver en fait la façon, voilà, leur langage, parce que en fait moi je faisais mes études, je savais pas, enfin voilà, j'étais contente et tout, mais j'avais l'impression de pas avoir fait cette rencontre qui fait que d'un coup il y a une évidence et que on se dit avec ça je vais pouvoir exprimer ce que j'ai au fond de moi et c'est exactement je dirais pas, c'est vraiment comme une rencontre amoureuse, on se dit là c'est parfait en fait, c'est vraiment comme si il fallait tout ce chemin pour en arriver là et avec ça maintenant on est plus fort et on continue. Alors justement, maintenant que tu as ta technique, quand vous êtes avec Yacine par exemple, quand vous écrivez, c'est des mots, est-ce que vous prenez en compte cette technique et d'un seul coup, et Yacine va dire ouais mais alors là je me rappelle dans le dernier film tu as réussi à faire ça, si on faisait cette scène-là de cette manière-là, et est-ce que vous, dans l'écriture, il y a cette idée de jouer dans l'écriture, il y a cette idée qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire en prise de vue réelle, qu'on peut se permettre. Donc ça, c'est cette liberté que ça peut offrir. Surtout que quand on a commencé à écrire, on avait encore la naïveté de penser que ça n'allait pas gêner les futurs producteurs qu'on allait rencontrer. Et que tout le monde trouvait ça normal, en fait, de mélanger l'animation et la prise de vue réelle. Donc, on s'est autorisé dès le début à se dire, il y a des choses on sait qu'on peut pas les tourner, là, on le fait, et puis on le fera en animation. Mais il n'y a pas en fait, on n'a pas une banque. Il m'avait demandé quand même j'ai des idées visuelles parfois, et donc il m'avait demandé de les noter, puis voilà, de voir, pour pas les oublier, éventuellement les réinjecter dans le film, de pas les perdre de vue. Et après, voilà, c'était pas un systématisme. Je disais pas là, cette idée, elle était vraiment tellement super, il faut la remettre. Mais voilà, c'était pour pas les oublier. Et parfois, on faisait ça, mais il n'avait pas forcément de référence à mes films d'avant. Mais est-ce que du coup, tu dis tu les mets à part, ces idées, ou quand même tu les intègres? Non, je les intègre. Ouais. Mais parfois, j'ai une idée et je veux trop la faire. Et c'est vraiment pas bon. C'est là où Yacine, il va me dire, non, là, en fait, c'est pas, faut pas que ça soit un prétexte. Parce que parfois, je me dis, mais ça marcherait trop bien. Mais non, en fait, ça ne sert pas à la narration, donc on la met pas. Trop un problème de l'animation, de vouloir absolument avoir une bonne idée visuelle et que ça sert pas forcément. L'animation est très présente au début du film. Il y a vraiment un mélange entre eux, puis elle disparaît un petit peu à un moment donné. C'était voulu aussi, il y avait... en fait, c'était pas tant voulu que... C'est-à-dire que quand on a écrit, il y avait d'autres passages plus en animation. Là, il y a les cartes et tout encore, mais disons que il y avait notamment un oiseau qui devait apparaître en animation et d'autres moments, mais au montage, on s'est rendu compte qu'il fallait pas les mettre, qu'il fallait pas les tourner, parce par chance, ils n'avaient pas encore été tournés. Parce que en fait ça n'allait plus du tout avec le film. C'est-à-dire que au début l'animation elle amène et elle aide ce côté fantaisiste que les personnages perdent, que les personnages et le Liban perdent. Et donc en fait en réinjecter à la fin du film, ça c'est vraiment comme si ils avaient pété un plomb, ils avaient pris un shoot de Xanax ou je sais pas quoi, un truc qui n'allait plus du tout. Et donc on n'a pas mis. Par contre, vous avez gardé l'utilisation de l'animation, en tout cas en tant qu'effet visuel, donc encore une fois avec cet aspect un petit peu artisanal qui rappelle, je sais pas moi, le cinéma j'allais dire des origines, en tout cas un cinéma plus ancien où les trucages se faisaient comme ça. Et il y a, je pense notamment avec cette femme qui disparaît dans le mur. Je pense évidemment à la mort, qui est aussi un personnage que tu aimes bien faire venir danser avec les gens. Voilà. J'aime beaucoup cette image. Et voilà. Enfin bon, alors, en même temps, elle n'est pas du tout animée, donc elle n'a rien à voir. C'était une métaphore visuelle. Elle n'est pas animée du tout, donc j'enlève. Mais en tout cas, tu as gardé des trucages comme ça. Et il y a ce lien, en fait, quelque part avec l'histoire du cinéma. En fait, ça nous ramène un peu à cette manière-là de faire du cinéma. Oui, je pense que moi, j'aime bien les effets, les trucages un peu apparents. Enfin, que ce soit pas des prouesses techniques, mais que ce soit quelque chose qui puisse être fait de façon simple. Après, la disparition dans le mur, c'était un peu compliqué. Il y avait 3 ingénieurs, j'ai l'impression. Enfin, non, j'exagère, mais c'était vraiment un truc. On était là, alors parce qu'on a tourné, comme on tournait tous les extérieurs à Chypre et les trucs et l'intérieur dans les studios en banlieue parisienne, donc il fallait être là, se dire bon, ça, à un moment, elle va mettre le bras là. Donc ça, c'était quand même un peu compliqué, mais finalement, c'était ça. Oui, il y a eu la post-prod numérique, bien sûr, mais c'était voilà, c'est plus les trucages, mais je trouve ça plus amusant. Après, le truc du long métrage, c'est qu'aussi, on peut moins prendre de risques, et donc parfois il y a des endroits où j'aurais voulu me faire des trucages en direct, et on s'est retenu. Notamment les cartes postales, ça a été de l'incruste, c'était du fond bleu. Moi, j'aurais voulu qu'on les mette en directement, mais c'était pas possible.
C'était pas possible financièrement, non, pas possible. Il y a une histoire de montage où il fallait être un peu, il fallait pas être trop fou et se dire que peut-être en fait il faudrait changer les cartes postales à un moment et pas se bloquer en fait avec un trucage fait sur le moment parce que ça nous bloquait vraiment. C'est quelque chose que tu pourrais, je sais pas, refaire justement, enfin faire là dans le second ou le troisième ou le quatrième, hein, j'espère pour toi qu'il y en aura plein, mais d'un seul coup se dire tiens, je vais faire quelque chose d'un peu plus délirant directement sur le tournage et tenter autre chose. Oui, j'aimerais bien. Ouais. Qu'il y ait quand même que ça reste quand même un terrain d'expérimentation, qu'on essaye des choses nouvelles. En plus, j'aimerais retravailler avec le même chef décorateur, donc on a des petites idées de voilà. Mais encore ça ne doit pas être un prétexte. C'est pas parce qu'il m'a demandé qu'il rêve qu'il y ait un passage secret dans un film que à chaque fois je me dis je vais mettre un passage secret, puis là je me dis bon, en fait c'est pas forcément utile. Mais à la fois, pardon, je reprends, mais des fois les prétextes, comme on disait, des fois ils tombent à l'eau, puis des fois ils peuvent servir. Au contraire, des fois d'un seul coup il y a un enjeu, on se dit tiens, justement le passage secret il va être drôle parce qu'il va amener autre chose, et ça peut, au contraire, ces espèces de petites contraintes peuvent amener... Oui, c'est comme les contraintes financières. Elles peuvent amener quelque chose aussi. Enfin, je dis pas qu'il en faut, mais disons que ça amène autre chose. Mais à chaque fois, j'aime bien raconter l'histoire de Cocteau parce que lui, il avait vu des films et il voyait les travelling. Il aimait beaucoup ça, les travelling dans les films, mais il ne savait pas comment c'était fait. Et donc il a mis ses acteurs sur des chariots et il tirait comme ça vers la caméra et ça fait un effet hyper bizarre, et donc après les gens voulaient refaire l'effet travelling à la Cocteau, mais parce que ils ont inventé un truc différent. Marie-Pauline. Oui, tu disais, Chloé, il y a un instant qu'à un moment tu pensais naïvement que ce n'était pas un problème de mélanger animation plus de vue continue, donc ça veut dire qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte qu'en fait ça en était un, j'imagine, au moment peut-être de la recherche de producteurs, de financement, etc. Ouais, surtout de producteurs. Il y avait un vrai un plus en ayant fait des cours en animation avant, en plus une animation bizarre parce qu'il y a des acteurs, enfin un truc qui est un peu, donc les producteurs d'animation je pouvais pas du tout aller vers eux, et les producteurs de prise de vue réelle déjà ils avaient jamais vu mon travail, ils avaient jamais entendu parler de moi, et en plus ils voyaient, c'était là, c'est bizarre, mais comment maintenant elle va faire un film avec et il y avait ce truc on peut pas mélanger, il faut faire une technique, comme par exemple Persépolis. Là, je disais oui, ou Valse avec Bachir. Voilà, donc je disais oui, mais bon, ça c'est bref, et donc il fallait les mélanges des techniques, c'était un truc, ça crispait. Parce que soi-disant le spectateur est pas prêt, il est pas prêt à voir ça, quoi. Il est pas prêt, personne n'est prêt. J'avais l'impression que ça allait créer une émeute, alors qu'en fait, pour chaque film, il y a quelque chose. Là, pour ce film, c'était ça, ce problème, et tous mes amis réalisateurs, ils ont un autre problème. Enfin, je veux dire, il y a un cheval de bataille différent pour chaque film. Et là, pour ce film, en effet, c'était le mélange des techniques. Après, ça vient peut-être aussi, on en parlait d'une incompréhension, en effet, comme tu dis, d'une non-connaissance, beaucoup de prod de l'animation, finalement, qui connaissent pas. Et... Oui, mais en effet, comme un jour m'a dit un producteur, c'est que ce qui est étrange, c'est quand on voit mes films, on voit que ça va pas coûter cher. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que parfois on peut se dire, il y a une productrice qui m'a dit là vraiment ça m'intéresse, mais j'ai un problème, c'est que quand je lis, je ne sais pas combien ça va coûter. Voilà, donc je lui ai dit il y a quand même des gens qui peuvent répondre à ces questions. Enfin, c'est pas. Enfin voilà, après il a suffi, quand j'ai rencontré le producteur qui a produit le film, qui est Frédéric Niedermeyer de Moby Dick. Lui, pour lui c'était pas un problème en fait. Parce qu'il savait qu'en plus, j'avais une équipe, que je savais comment faire. Il se dit, oui, ça lui semblait absolument pas étrange. À partir du moment où j'ai eu cet allié, c'était plus un problème, en fait, pour les financements ou quoi. Parce que d'un coup, on était tous les deux d'accord et la question se posait plus. Ça faisait partie du projet et c'était comme ça. On arrive quasiment à la fin. On a dit qu'on allait parler de la carrière d'actrice de Marie-Pauline. Chloé, elle est facile sur un tournage, Marie-Pauline. C'est pas tout le temps facile, parce que déjà elle prend la lumière de toutes les autres comédiennes et comédiens, donc ça a été très dur pour le tournage. Pour les autres, il y a eu une grosse remise à question de... On dit qu'elle connaissait assez mal ses dialogues, qu'elle avait un prompteur qui a demandé beaucoup de choses, qu'elle est très exigeante. Surtout le petit verre avant, le petit verre après, tout ça, le massage, tout.
Mais bon, ça, on sait de toute façon. Quand on lui propose un rôle, on sait. Quoi. Il faut prendre, voilà. Tu vas quand même la reprendre pour le film d'après. De toute façon, une fois qu'on l'a prise sur un tournage, on peut plus... c'est dans ce contrat, c'est une obligation en fait. Ah non, c'est une envie. D'accord, c'est une envie aussi. Marie-Pauline, elle est comment, Chloé, en tant que réalisatrice? Elle est difficile? Elle est... Alors, moi, en vrai, j'ai passé très très peu de temps, mais en tout cas, j'ai eu la chance quand même de passer une journée sur le tournage de Sous le ciel d'Alice, et c'était merveilleux parce que on sentait qu'il y avait du boulot et qu'il y avait des trucs qui reposaient sur tes épaules, et en même temps, t'avais l'air... t'avais l'air concentré, mais t'étais là, tu prenais le temps de parler avec les gens, t'as pris le temps de venir nous voir quand on était le matin en train de se faire maquiller, coiffer, etc. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc comme ça, moi j'ai senti que t'étais très à l'aise, et t'étais hyper bienveillante aussi avec les comédiens, alors redire, de refaire les choses, etc. Enfin, je sais pas, il y avait un truc... je suis pas une grande habituée de tournage, donc j'ai pas de point de comparaison, mais en tout cas, je trouvais que tout se faisait de manière hyper familiale. En fait, il y avait un petit côté familial, je trouve. Elle est gentille, Marie-Pauline. On pensait qu'elle allait dire une méchanceté, mais non, pas du tout. J'aurais aimé qu'elle est dictatoriale. Ouais, c'est un enfer. Pour ma réputation, ça aurait été mieux. Moi, j'ai entendu dire ça, en tout cas. Ah oui. Ouais, j'ai entendu dire que c'était vraiment terrible et que c'était assez compliqué. Tu voulais toujours que les gens portent du carton, enfin voilà. Et répètent les scènes. Ouais, c'est ça. 52 fois. C'est vrai qu'on l'a refait un certain nombre de fois, cette scène. Quand même. Et alors, si je peux me permettre, vu ce qu'il en reste à la fin... Beaucoup de choses ont été coupées. Non, pas tant que ça. Mais des séquences, des plans dans des séquences, oui. Parce que moi, je savais que je voulais pas beaucoup de plans champ contre champ, machin. Mais on les faisait quand même parfois par sécurité. Et puis après, des séquences entières, on en a jeté très peu. Genre 3, je pense. Un dernier mot, mais ça va, les gens, au pire, on doit écouter peut-être un générique de fin, mais l'émission d'après n'est pas arrivée. Je ne sais pas qui doit arriver, ça ne peut pas être Francis Gavel puisqu'il est à 9h30 maintenant du matin, donc évidemment il ne peut pas. On va pas revenir, mais c'est intéressant tout ce que... Comment les gens, les réactions que tu as eues, spectateurs, je sais pas, en salle, il n'y a pas forcément des gens libanais dans la salle, ils te parlaient quoi? Ils te parlaient la réaction par rapport à la guerre, comment tu la montres, les personnages, je sais pas, c'était quoi les... En fait, ça dépend des... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, je suis allée le montrer à l'étranger. Et donc, les retours sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Parce que, par exemple, j'étais au Maroc et la notion de famille est beaucoup plus compréhensible et lisible pour un Marocain que pour un Français, par exemple. Le fait que Alice ne veuille pas que sa fille s'en aille, en France, c'était très peu compréhensible. C'est-à-dire que les gens disaient, mais attendez, il y a la guerre et tout, et au Maroc, les gens le comprennent mieux. Parce qu'il y a cette unité familiale qu'il y a moins en Europe. Pourtant, je trouve que tu le montres bien, puisque quand toute la famille s'installe, il y a quand même une incompréhension de sa part. Enfin, pas une incompréhension, mais on sent que c'est un peu compliqué que toute cette Méditerranée arrive dans son appartement. Elle, qui suisse, a plutôt l'habitude d'être dans son coin. Oui, et c'est ce qu'elle aime aussi au Liban. C'est pour ça qu'elle veut pas en partir. Mais après, pour la guerre, en général, les spectateurs trouvent que c'est la juste place. Disons qu'ils veulent, que c'est pas forcément, ils se rendent compte que c'est pas forcément le film où ils vont apprendre des choses sur la guerre ou sur le Liban, mais que c'est un parti pris. Il y a un moment un peu plus dramatique dans le film. On n'en parlera pas pour les gens qui n'ont pas vu, mais il y a un enlèvement, il y a quelque chose qui se fait un petit peu. Et le film, d'un seul coup, comme tu dis, bascule un peu plus dans le côté dramatique qu'on connaît moins chez toi. C'est quelque chose qui a été simple à mettre en place, ou il y a des moments donnés où tu te disais peut-être que je deviens trop sérieuse dans le film, ou non, le sujet, le thème était de toute façon... Non, ça va. Parce que le drame, ça va, c'est le conflit, moi, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ça, Yacine peut en parler, parce que j'ai vraiment du mal, les méchants, tout ça, les gens qui ont des mauvaises idées, ça, je ne comprends pas. Donc, tout ce qui est conflictuel, j'ai du mal. Mais là, par exemple, il y a la scène de dispute, et elle est quand même... Ils se disputent, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Parce que, en fait, je pouvais pas, quand il l'a tourné, et on l'avait déjà écrit comme ça au scénario, mais je savais qu'en la tournant, ça serait pas, justement, des gens qui crient des gens qui crient, dans les films des autres, j'aime bien, mais dans un de mes films, je me serais dit, mais là, ça n'allait pas. Et donc, du coup, Alice, elle parle par-dessus. Pour pas que, justement, on ait d'un coup quelque chose qui soit trop déconnecté du reste du film. Le court-métrage, c'est fini ? Une fois qu'on a touché du long-métrage, on ne reviendra plus au court-métrage, ou cette liberté quand même qu'on a dans le court-métrage, des fois... Non, c'est pas fini. Enfin, j'espère pas, puis non.
J'ai commencé un truc, hein. J'ai fait mais. Ouais, non, c'est mais pour ça qu'on s'est arrêté en se disant qu'est-ce qu'elle va dire, tu vois, c'est une espèce de suspension comme ça. Non, moi ça m'intéresse, je sais que je râle pas, mais je dis toujours aux gens qui font du long, quel qu'il soit en animation, dire est-ce qu'un jour, puisqu'il y a quand même cette force du court, on aime beaucoup ça ici, il y a cette force du court métrage, et de se dire est-ce que vous allez revenir, ne serait-ce qu'à un moment donné, tu sais, pour avoir une pure liberté qu'il est évident que vous ne pouvez pas avoir sur le long. Ah oui, c'est sûr. Non, moi j'ai pas du tout, pour moi c'est pas du tout que genre je suis passée au long donc maintenant c'est fini, non pas du tout. Il y a des récits qui fonctionnent en court et d'autres en long, mais voilà, j'avoue que parfois j'ai des idées de court et que je mets un peu de côté parce que je veux d'abord écrire le second long, parce que voilà, les temps d'attente de financement sont très longs aussi, et donc voilà, je me dis je finis ça, puis après je pourrais m'autoriser à penser à un court, justement. Un César, ça change la vie ou pas du tout? Sûrement. C'est une question, parce qu'il y en a plein qu'en fait, quand les Césars, et Agnès Patron nous le disait, il y a pas mal de gens, je suis très content de l'avoir, mais... C'est pas palpable, en fait. Oui, c'est ça, je ressens pas, ouais. On peut pas dire, oui, sûrement, ça change. Ça change surtout, ça nous change, mais ça change pas la vie. Comment on fait pour... Pardon, Marie-Pauline, tu voulais dire, j'allais juste, comment on fait pour pas se perdre à un moment donné, c'est-à-dire, comme tu disais au début, ne dire maintenant je vais continuer à voir ça, tiens, il y a le journaliste du Monde qui vient m'interviewer, ça change de journaliste de Bulle de Rêve qui viennent nous... Je comprends, hein, ça change un petit peu de se dire ah tiens, là ça commence, il y a quelque chose. Comment on fait pour essayer c'est la famille, c'est les amis, je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré, et puis surtout c'est ça, c'est toujours après c'est garder en tête ce qu'on veut faire. Moi, ce que je veux faire, c'est des films avec mes amis. C'est pas être interviewé par des journalistes célèbres et chiants. Voilà, donc c'est ça aussi. C'est où on met ses envies et ses objectifs, quoi. D'être à Cannes, ça monte pas trop la tête. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas été. C'est vrai. Donc moi, en termes d'humilité, j'ai quand même, le Covid m'a beaucoup aidé, parce que justement, j'ai pas pu, être dans l'explosion de. Voilà. Donc ça, au moins. Donc pas de projet à Hollywood. Non, j'ai pas refusé, on m'en a pas proposé. Donc non, pas de projet à Hollywood pour le moment. Je reste en France. Et qu'est-ce qu'il en est, on va arrêter bientôt, mais juste, est-ce que quand ce pays d'origine aussi fort qu'est le Liban, il y a une petite scène d'animation avec l'Alba notamment, qui est une école, est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce qu'on t'a proposé d'aller là-bas pour donner des cours, des choses comme ça, non? Eh ben non, mais alors la semaine prochaine, dimanche prochain, je pars au Liban pour présenter le film le lundi soir à l'Institut français, et il sortira le 2 décembre au Liban. Donc lundi prochain, c'est un grand moment d'émotion. Et il y aura la famille, il y aura pas mal de gens. Il y aura quelques personnes de ma famille. Bon, après le pays va très très mal, donc il y aura beaucoup moins de gens que ce qu'il y aurait eu en temps plus calme. Et donc il y aura deux des comédiennes du film qui seront là, quelques musiciens, et donc ça va être quelque chose. Ouais. Un peu le mal au ventre, ou non, au contraire, ouais. Pardon, c'est Yacine qui m'a contaminé, on dirait. Non, mal au ventre. Oui, peut-être. Je sais pas. En fait, oui, je me dis juste. En fait, il y a des moments où on se dit ça, je pense que ça va aussi être. Parce que justement, tout ce qui est sorti, c'est un peu étourdissant, et parfois on ne sait plus pourquoi on a fait le film. Et je sais que ce genre de moment va me rappeler pourquoi j'ai fait le film. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très contente, et en même temps j'appréhende, bien sûr, parce que de le montrer à des Libanais qui vivent au Liban, c'est forcément angoissant, parce que j'ai peur de leur réaction et tout. Mais voilà, je sais qu'au moins ça va être quelque chose qui va être riche en émotions, et c'est pour ça qu'on fait des films. J'ai l'impression, en t'entendant l'heure et demie qu'on a passé ensemble, j'ai l'impression qu'on est beaucoup entre deux. Tu parles beaucoup d'émotions, et on est beaucoup entre, je sais pas, deux pôles. Il y a un pôle où tu réfléchis quand même pas mal, puis un autre où tu es purement dans l'instinctif. Et je sais pas, les deux se rejoignent tout le temps, ou se confrontent déjà. Tu n'aimais pas le conflit, enfin il y a... Oui, ah bah oui.
C'est, ouais. Mais en même temps, je suis balance, donc c'est comme ça. Non, c'est pas trop. Oui, non, mais de toute façon, il faut, et on peut, parce qu'il faut garder cette espèce de. Ah bah, je peux citer mon père, comme t'aimes bien dire monteur. Ben, mon père dit, un artiste, tout créateur doit avoir comme un arbre, il doit avoir les racines sur terre et les branches dans le ciel. Donc ça, c'est ce que tu as appris dans l'enclos. Voilà. C'est ce que tu as fait dire. Merci Nicolas de nous avoir permis d'avoir ces 6-7 minutes en plus. Je pense qu'on peut remercier Chloé. Merci à vous. Je regarde Merci Chloé. Je pense qu'on peut quand même la remercier. J'ai l'impression d'être ton père qui me... Voilà, ouais, c'est ça, d'un seul coup, qui fait... Quand même, là, ça commence à bien faire. Non, merci beaucoup pour ce moment. Et avec tout ce débat du début, on va juste rappeler que Sous le ciel d'Alice est donc disponible en DVD. Tout à fait, tu le fais tellement mieux que moi. Je trouve que en VOD. Et en VOD. Et en DVD, c'est un super cadeau pour Noël qui approche. D'ailleurs, vous avez compris très bien. J'imagine les deux enfants de Marie-Pauline qui disent: Maman, on préfère Sous le ciel d'Alice que les trucs expérimentaux autrichiens que tu nous as offerts l'année dernière. Ils auront les deux. Qui sont quand même pas évidents, parce qu'ils sont obligés de regarder ça. Oui, mais avant Sous le ciel d'Alice, tu vas regarder les expérimentaux autrichiens. Oh, c'est trop dur. Donc c'est un petit peu, voilà, merci en tout cas. On se retrouve en décembre avec, a priori, donc un petit retour sur le carrefour de l'animation, interview de Niki Lindros von Bar et Antoine de... On espère d'Alain Huguetto. Voilà, les Ghetto, réalisateur du magnifique Jasmine aussi, qu'on aime beaucoup ici, et voilà, qui est en train de faire un deuxième film interdit aux chiens et aux Italiens sur, lui aussi, personnel, sur sa famille qui est arrivée, italienne, qui est arrivée en France, et évidemment qui n'était pas forcément, comme d'habitude avec l'accueil français, des fois pas forcément la bienvenue, et donc il va nous expliquer un petit peu, il va nous parler, puis Niki Lindros von Bar, venez, les deux sont le carrefour de l'animation, qui est une réalisatrice qu'on aime beaucoup, qui elle, voilà... Elle fait son prochain moyen métrage avec Netflix. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Question liberté, etc. Et on finit parce que on s'est dit, Pascal a dit, je vais voir un groupe en concert. Ça serait bien que je passe quand même quelque chose. Ça va. Donc Pascal, attention, il sort. Oh là là. Attention, là il a carrément 4 pages. Qu'est-ce qu'on va avoir comme générique de fin? Alors, quelques jours après être allé voir sur scène, j'avais envie de vous faire découvrir un groupe qui s'est formé à New York en 1976 déjà, qui n'est pas forcément très connu en France. Regarde, juste pardon, il faut que je vous fasse absolument, je vous dis ce qui vient de se passer, parce que c'était quand même un grand moment. Il y a Pascal qui commence, et pas très connu en France, et s'est retourné vers Francis, l'air de dire, dis-moi, c'est vrai, ils sont pas tellement connus. C'était absolument parfait. Merci pour ce moment radiophonique, Pascal, parfait. Voilà. C'est bien de le souligner. Alors c'est donc un groupe créé par un certain Peter Zaremba, qui est une vraie bête de scène, il est toujours là 45 ans plus tard. Donc voilà, il s'est entraîné le public avec lui, c'est un vrai bonheur de les découvrir sur scène en fait. Lui et ses comparses, notamment un certain Keith Strang, qui fait des déhanchés, il lève la jambe à 360 degrés, ce que je suis totalement incapable de faire à mon âge. Bref. Et voilà, on sort de leur concert avec vraiment la banane. Donc le titre que j'ai choisi, c'est un titre qui est sorti assez récemment en 2015. Tu nous as toujours pas dit le nom du groupe. C'est fait exprès? Voilà. Ah d'accord, c'est fait exprès, c'est le suspense, merci. Voilà. Je me demandais. Et donc le groupe créé par Peter Zaremba, donc c'est les Fleshtones, et comme le titre de leur chanson l'indique, c'est un hommage à un certain Dominique Laboubé, qui est le chanteur des Dogs. Vraiment, c'est le titre, c'est Dominique Laboubé. Et c'est horrible, la place de Pascal. Là, on sent vraiment les gamins qui ont fini leur truc et qui font tous les trucs. Et donc, quand il a dit les Fleshtones, il y a quand même Francis s'est marqué. Quand même, les Fleshtones, on connaît quand même, faut pas déconner. Et il essaye de continuer à faire son. Alors qu'en fait, tout le monde le coupe et tout le monde fait plein de bruit autour. C'est absolument, c'est absolument terrible. Moi, je connaissais pas. Moi, le premier, tu connaissais pas? Non. Moi, tu connaissais les Fleshtones? J'ai découvert il y a 3 ans, je dis tiens, j'ai envie de voir un concert, je regarde ce qu'il y a, et je dis Fleshtones, pourquoi pas. Et donc voilà, il y a ce groupe qui est donc voilà, la chanson c'est Dominique Laboubé en hommage au chanteur des Dogs qui est mort sur scène, ce que n'a pas réussi à faire Dalida, la pauvre. Et pardon, c'est horrible. Non, continue. On a un peu de temps, c'est un peu 19h10, donc Dalida. Dans les paroles, il y a Too Much Class for the Neighborhood. Apparemment, j'en suis préservé parce que là, je dis n'importe quoi. Et voilà, c'est une chanson assez énergique, assez punchy, pas du tout mélancolique sur un gars que les Fleshtones aimaient beaucoup, à qui ils ont eu envie de rendre hommage. Alors, voilà, je vous invite à écouter Dominique Laboubé. Et donc,
Pascal m'a envoyé un lien YouTube. On pique évidemment les morceaux sur YouTube, des choses comme ça. Il n'y a aucune raison. Ouais, je sais, Francis, on ne ferait pas ça dans ton émission. L'attaché de presse, j'imagine. Donc, et donc voilà. Et en fait, il reste 15 secondes à la fin où il n'y a rien. Tu m'as envoyé une vidéo où ça part dans le truc. En fait, c'est un truc, voilà. Mais voilà. Après j'aime bien ce moment où on devrait arrêter. Mais en fait, il n'y a personne. C'est comme tu raccroches, non? Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est toi le premier. Non, toi d'abord et toi. Il y a un côté que j'aime bien par rapport à ça. Antoine, t'as rien de spécial à dire là? Non. Tant pis. J'ai essayé, Francis, non plus. Mais son rire en dit beaucoup quand même. Son rire en dit beaucoup. Le rire d'Antoine. Ris encore. Là, il n'ose pas, mais voilà. Et ben, merci encore, Chloé. Un bon week-end. Et on va raccrocher. Un bon week-end à vous. Et on écoute donc The Fleshtones. Merci, Nicolas.